Bonjour Christian, Bonjour Gaël. bienvenue sur Aventure Humaine. Écoute, c'est moi qui te remercie parce que j'en ai entendu parler et c'est vraiment une opportunité que tu m'as proposée et que j'ai pas voulu louper. Bon, on était parti ça fait quelques semaines et quelques mois qu'on collabore sur une aventure podcastique. Et aujourd'hui, j'ai envie d'explorer ton aventure, ton parcours, ton aventure entrepreneuriale. Avant de plonger, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Je suis Bien curieux sûr. de savoir comment tu pourrais te présenter. Très simplement, j'ai 62 ans, j'ai eu la chance de naître à Paris et de faire une partie de ma vie en France jusqu'au moment où, avec une opportunité professionnelle, je suis parti à Londres et ça fait presque 30 ans que j'y suis. Je suis marié, j'ai 3 grands-enfants dont 2 eux-mêmes parents et ils sont répartis entre l'Italie, le sud de la France et l'Angleterre, donc ça nous permet d'avoir pas mal de voyages familiaux. J'ai créé ma boîte il y a 22 ans, après une longue carrière dans des grosses boîtes américaines dans les secteurs des télécoms et de l'informatique. J'ai essentiellement été un patron avec tous les défauts que ça comporte. Et donc tous les accompagnements qu'on m'a proposés m'ont donné un jour l'idée de devenir moi-même l'accompagnant des autres patrons avec lesquels je pense que je pouvais partager mes erreurs, mes galères et mes bonnes idées. J'ai fait pas mal missions, pas mal d'expériences, j'adore ce que je fais, je garde cette passion et j'ai surtout un amour pour l'outdoor, l'aventure, les expéditions. Et très rapidement, j'ai pu faire le mariage entre mes passions sportivo-expéditions. Je suis pas un grand sportif, je suis pas professeur de course à pied, ni champion olympique de rien, mais je suis un généraliste du sport. Et ça me permet d'avoir une bonne condition physique qui m'a accompagné dans toutes mes expéditions. Et donc j'ai trouvé le lien entre les expéditions avec les histoires que je raconte, parce que je pense être un bon storyteller, et le partage de ça avec des patrons qui se disent mais tiens, dans cette expérience de Christian, il y a des choses que je peux utiliser par le biais du détour. Donc ça rend beaucoup plus facile l'apprentissage de ces patrons, de règles de bon sens que je pourrais peut-être pas leur faire passer si j'étais en première ligne. Alors que là, par le détour de l'expérience de mes expés et de mes erreurs et de mes galères, eh bien c'est sûr que les gens disent ah mais ce truc-là ça me parle, il faudrait que tu m'en dises plus parce que je sens que ça ressemble à ce que je vis dans ma vie pro. Tu arrives facilement à du coup imager et effectivement notre cerveau et puis les émotions suscitées permettent d'accélérer et de faciliter l'apprentissage. On est tous équipés d'un cerveau droit et d'un cerveau gauche. Moi j'ai un cerveau droit hypertrophié, ce qui fait que quand je marche j'ai un peu tendance à pencher à droite. Et c'est vrai que les gens ont besoin qu'on leur raconte des histoires. La différence entre un enfant et un adulte, c'est le prix de ses jouets. Mais on adore les histoires, on adore être blotti dans une couverture, se faire raconter des histoires. Dis, bon papa, raconte-moi encore cette histoire. Les gens sont tous des grands enfants. Donc moi, comme j'adore raconter et partager, et que j'ai le sens de la parabole et de la métaphore, je crois qu'il y a un marché et je l'ai saisi. Et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Dans ton enfance, est-ce que tu imaginais cette vie d'aventurier et d'entrepreneur? Non, ni l'un ni l'autre. J'étais un élève moyen. Physiquement, j'ai grandi très tard, alors que je fais 1m93 aujourd'hui. J'ai peut-être un peu tassé, parce qu'il paraît qu'on se tasse, mais bon, je suis encore au-delà du 90. J'étais plus petit que la moyenne, j'ai les genoux cagneux, des lunettes, les oreilles décollées. J'étais plutôt le garçon qui se faisait un peu harceler par les grands costauds de les classes. Ça m'a pas forcément aidé à me sentir bien quand j'étais ado. Par contre, ça a dégagé chez moi une volonté de me battre. Et quand j'ai pris 20 cm en prépa, les choses ont changé. Je me suis dit, c'est fini, on m'emmerdera plus. Je dis pas que je vais me venger, mais on me fera plus ce que j'ai subi. J'ai eu des compas dans la joue, tu vois, des trucs amusants. Hey, Christian, retourne-toi, je me retourne, et le mec avait en 3e, tu vois, donc dans la joue, c'est des genres de trucs que tu n'aimes pas, quoi. Mais quand le gars, il fait une tête de plus que toi, qu'est-ce que tu peux faire? Ils sont 3, t'es tout seul. Donc, ça a développé chez moi une énergie au combat. Tu vois, pas à la compétition, parce que il y a des gens bien sûr bien plus forts que moi intellectuellement, mais ça m'a donné envie de plus jamais me faire avoir. Donc ce sens de la conquête, ce sens de l'effort supplémentaire m'a accompagné depuis ma grande adolescence, tu vois. Et du coup, tu te concentrais sur quoi, enfant, ado? Je faisais du scoutisme, donc j'aimais le camping, la nuit sous la tente, le feu de bois, les corvées de bois, tout ce qui était organisé, comment chacun avait ses petits badges sur l'épaule. Moi j'ai le badge du campeur, moi j'ai le badge du secouriste, moi j'ai le badge du responsable du matériel. J'adorais ça, j'apprenais des skills. Et puis c'était un moyen d'en avoir plein la manche. Puis après tu changeais de taille de chandail et ta maman devait recoudre tous tes badges, donc ça je me rappelle ça.
J'aimais bien la nature. Je pense que j'étais bon nulle part. J'étais un généraliste sur tout. Tu vois, c'est triste. J'aurais adoré dire moi je suis classé négatif au tennis ou j'ai mon chamois d'or à 12 ans. Non, moi j'ai jamais fait ça. J'avais une 3e étoile. Je pense que j'ai jamais été invité à passer le chamois. Tout est peut-être. J'étais toujours un peu moyen dans tout. Donc on avait envie de me plaindre plus qu'autre chose. Mais in fine, ça m'a donné une condition générale solide. Et puis, après, j'ai développé des compétences que j'espère aujourd'hui les gens ont reconnues, mais j'ai mis longtemps à trouver ma voie. Tu vois, j'étais plutôt mal orienté. On disait toujours, mais est-ce que vous voulez être sûr, vous voulez être ingénieur? Je fais des études d'ingénieur. Est-ce que vous voulez pas plutôt faire une école de commerce? J'étais toujours en train de me dire, est-ce que je suis sur le bon truc, quoi? Tu vois, jamais dans la bonne place. Bon, et puis petit à petit, tu sais, la nature ayant horreur du vide, tu finis par marcher dans le sable, tu fais ta trace, quoi. Mais quand tu te retournes, la mienne n'était pas très droite. Tu vois. Il y a des mecs qui ont des traces, tu dis, c'est pas possible, depuis qu'il est tout petit, c'est une monoligne. Moi, c'était slalom, quoi. C'est quand même rare, hein, la ligne toute droite. Dans une vie bien remplie, c'est rare. C'est rare, mais ouais, mais moi je pense que la mienne, elle l'a jamais été. Alors si, elle est droite sur un certain nombre de principes, de valeurs, et j'espère. Je suis pas parfait. Je sais que j'ai de gros défauts que toute ma vie j'essaie de corriger, mais globalement, je suis plutôt quelqu'un d'engagement, de parole. J'ai mes écueils, j'ai mes accidents de route, comme certains, comme tous peut-être. Mais j'ai l'impression que je suis guidé quand même. Tu vois, je me lève le matin. C'est rare que je cherche pas quoi faire. Je suis un hyperactif. Ma femme me le dit toujours, relax, laisse le temps passer, les choses se feront de toute façon. Mais je suis un impatient. Donc, quand quelque chose ne m'est pas donné comme une réponse tout de suite, je vais harceler le fournisseur, ou pas forcément méchamment, mais il y a des clients qui m'ont dit, mais Christian, laisse-moi le temps de décider. Et là, tu es tellement impatient d'avoir la réponse de ce projet que finalement, je sais pas si je vais te le donner, tu vois. Ça m'est arrivé, ça. Bon, j'ai pas mal de chance dans les affaires, mais je pense que j'ai loupé des opportunités parce que j'étais impatient. Mais je pense que je mourrais impatient. Tu vois. Je mourrais impatient. Je suis un intuitif, je suis très émotif, je suis très émotionnel. Tout fonctionne avec mon affect. Donc les chants que je sens, les situations que je sens, les animaux que je sens, les lieux que je sens. Je les décris pas avec un rationnel. Je vais acheter un appartement, une moto, une bagnole. Je n'ai pas le rationnel que ma femme aura pour prendre la bonne décision. Moi, je suis mon instinct de chasseur primitif. Tu vois, moi, je suis un homo sapiens chasseur primitif. Et pourtant, donc études d'ingénieur, hyper normalement rationnel, intellectuel, sur du concret, des faits. Dès le début, c'était facile à gérer ça. En école d'ingénieur, il y avait un cours que j'adorais, c'était expression orale, qui était maintenu pendant des années par un couple complètement retraité. Les deux, l'homme et la femme, étaient des anciens acteurs de théâtre, et c'est le cours que j'ai le préféré. Ça durait pas assez longtemps dans la semaine, c'était 2 heures par semaine, mais alors là mais j'en loupais pas un seul. J'allais même parfois au cours des autres classes pour essayer de faire. Donc j'ai adoré ce cours-là parce que je me suis dit, les ingénieurs qui sont très rationnels, comme tu le dis, souvent ils oublient d'utiliser leurs émotions, leur affect, leur intuition, et ils deviennent assez métalliques et mécaniques dans leur façon de voir le monde, et pour eux tous les problèmes sont des clous et toutes les solutions sont des marteaux. Or, c'est pas ça la vie. Et moi, je pense que si on peut être un peu plus émotif et plus émotionnel et intuitif, on compense beaucoup les excès du cerveau gauche. Comme je dis souvent, si vous avez des enfants, et je sais que pour ton petit Robin, tu fais tout ce qu'il faut pour, mais apprends-leur un sport d'équipe, apprends-leur une activité de créativité, type dessin, chant, théâtre, et apprends-leur un travaux manuels. Et si t'équipes ces 3 pieds du tabouret, ton gamin, il passera avec tous les changements du ministère de l'Éducation nationale qui font n'importe quoi. Quand on voit aujourd'hui que les gamins en terminale, ils savent déjà en mars, ils ont leur bac et qu'ils vont aux grands oraux et aux épreuves de philo complètement démotivés, désabusés. Comment peut-on imaginer qu'on va me faire des adultes de ces gens-là, quoi? Oh, je sais que j'ai mon bac, j'aurai juste le bac, je m'en fous, je vais aller à l'examen et je reste un quart d'heure et je rends ma copie. C'est ça aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'effort. Alors qu'est-ce que c'est quand c'est pas effort, tu vois? Non, je suis choqué, honnêtement. Bon, je suis un indigné. Hein. Heureusement que je suis pas engagé dans la politique parce que je sais pas où je serais allé, parce que je suis un écorché vif, je vois toutes les injustices, toutes les incohérences, et je suis prêt à embarquer avec mon cheval et mon glaive sur tous les combats comme ça. Mais bon, c'est souvent des combats perdus. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ouais. Non, mais moi j'ai toute une liste des combats. Si j'ai du temps et que mon cheval est encore vivant demain, je peux m'engager, j'ai au moins une longue liste de combats. Pourquoi t'as pas fait le cours Florent ? Je pense que mes parents rêvaient que je sois quand même
que je sois dans l'industrie avec un job, que mon père n'avait pas pu faire des études parce que c'était la guerre, et il avait perdu son papa très jeune. Il s'était retrouvé embarqué à 16 ans plus ou moins pour s'engager en Angleterre, refusé, renvoyé en Bretagne, reparti à 17 ans, renvoyé, 18 ans finalement il s'est engagé. Donc il rêvait d'avoir un fils qui faisait des études, quoi. Donc moi j'étais peut-être le produit d'un rêve de mes parents, et ma sœur et moi on a été encouragés à faire des études. Mais c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup d'efforts de mes parents pour me maintenir motivé, parce que je préférais aller faire du vélo et faire du mauvais football que de faire des bons maths, quoi. Pourquoi j'ai pas fait le cours Florent, je sais pas. Je pense que tu vois là, j'ai des tentations de me relancer dans du théâtre d'improvisation. Et je pense qu'à Londres, où je vis, il y a pas mal de clubs de théâtre où on propose aux gens, venez travailler sur l'improvisation. Bon, il faut que j'ai un peu de temps, j'en ai de plus en plus, mais je fais du dessin, j'ai repris des cours de dessin, je me suis engagé comme volontaire dans un parc pour tailler le bois, pour apprendre à tailler le bois avec des outils manuels, comprendre l'usage de tous ces outils que j'ignore aujourd'hui, alors que je les vois, mais je ne sais pas m'en servir. Et j'aimerais devenir sculpteur sur bois, de faire des têtes, des visages, des bras, des mains, des pieds. Des totems, c'est ça. Le totem, le fameux totem de mon récit sur les tribus, tu vois, qui est quand même l'élément fédérateur d'un groupe d'hommes, c'est le totem. Et les peintures corporelles que les guerriers ou les membres des tribus portaient sur eux. J'avais un projet d'ouverture de restaurant qui s'appelait Totem Up. Pourquoi up ? Pour cette notion de grandir, croissance. Mais tu sais, aujourd'hui, le totem, c'est considéré comme passé, tout, mais on revient à la notion de tribu professionnelle. On est en train de réinventer la notion de tribu. En Californie, où tout est réinventé, il y a la cancel culture, et c'est vrai, mais il y a aussi la créativité. Ils sortent des concepts assez nouveaux qui viendront dans les bouquins de management, dans les boîtes européennes dans 10 ans. Et la notion de totem, la notion du feu circulaire, l'énergie qui tourne mieux autour d'un groupe assis en cercle plutôt qu'en carré. Quand tu vois que dans une salle du conseil aujourd'hui, c'est une grande table rectangulaire avec des angles vraiment tranchés. Alors les mecs qui sont à l'orthogonale les uns des autres. Il y a aucune énergie qui circule parce qu'il y a 4 angles qui fait que l'énergie se barre. On ferait des tables de bord ronds, un peu comme les chevaliers de la table ronde. Avec, eh bien, c'est pas un hasard si c'est une chevalier de la table ronde. Hein. On n'a pas appelé ça les chevaliers de la table carrée. Hein. Ça n'aurait jamais, la légende du roi Arthur n'aurait jamais dépassé le Moyen-Âge, quoi. Donc, je pense que on est en train de découvrir que les fondamentaux des sociétés humaines qui vivaient il y a encore 300 000 ans, l'homo sapiens, qui pouvait être cueilleur ou éleveur ou chasseur, mais tous vivaient avec des principes de société humaine naissante qui étaient la reconnaissance de chef. Il n'y avait pas de 12 chefs, il y avait un chef. C'était pas forcément le plus fort, c'était le plus smart. Après, il y avait le rôle de chacun, était parfaitement expliqué. Il n'y avait pas de doublons, on faisait pas tous l'impression que le job de l'autre, c'est le sien. Non, on avait sa fonction. Les gens attendaient de toi de faire ça et t'étais accountable. Après, il y avait les règles. Après, il y avait les principes et les valeurs et les croyances, avec la notion de totem et autres. Puis après, il y avait tous les codes sociaux. La musique, la danse, les relations humaines étaient naissantes. Et donc tout ça, c'est intéressant d'écouter et de lire les anthropologues et tous les bouquins. Il y en a eu beaucoup de sortis récemment. Et moi, je me nourris de ces histoires-là pour mes récits. Et si on peut redonner la notion dans une entreprise, c'est quoi votre totem ? C'est de quoi tu parles ? Ben justement. C'est quoi vos principes, vos valeurs ? Vos jeunes, ils se barrent parce qu'ils n'ont pas de purpose. Ils n'ont pas de sens. Ben, donnez un totem à votre boîte, vous verrez les mecs, ils seront contents de rester, quoi, les mecs et les filles. Voilà, donc justement, du coup, à la sortie de tes études, vers quel totem tu te diriges ? Moi, comme j'étais ingénieur dans l'informatique, automatisme et électronique, il était assez naturel que je fasse soit deux choses. Quant dans une banque, je savais même pas que les banques cherchaient des comptes, ou rentrer dans l'informatique. Et l'intelligence artificielle naissait, une boîte qui s'appelait Texas Instruments cherchait un ingénieur commercial. Sur Vélizy, Villacoublay. Moi, j'habitais dans les Hauts-de-Seine. J'étais ravi. J'ai passé 2 interviews. Ils m'ont dit, on vous donne une voiture de fonction. Vous avez un salaire, un bonus. Vous allez bosser pour un tel. Vous allez rencontrer. Vous démarrez quand? Enfin, c'était facile. Tout de suite, le premier job m'a offert. Et j'ai commencé à très bien gagner ma vie parce que j'étais un bon commercial. Finalement, je me suis rendu compte que j'étais un meilleur commercial que tout le reste. Oui, du coup, donc tu étais ingénieur, mais tu as été embauché et recruté pour vendre. Pour vendre les produits et les logiciels et les machines d'intelligence artificielle qu'on appelait Machine Explorer, je me rappelle encore. Me demande pas quel était le langage qui était utilisé, là j'ai oublié. J'étais incompétent sur le concept, mais j'étais très bon pour donner envie à l'ingénieur qui cherchait une machine comme ça de l'acheter. Tu racontais une histoire. Je racontais une belle histoire. Tu t'intéressais sûrement au client, oui. À son projet, à son univers. Ben oui, j'ai fait la tournée de toutes les centres de recherche de Dassault.
de l'industrie aéronautique qui cherchait beaucoup de machines avec les principes d'intelligence artificielle que nous avions les intéressaient, le pétrole. Et puis après, très vite, le concurrent s'intéressait aux bons commerciaux de Texas Instruments, qui était une très bonne boîte, un peu comme Xerox dans son domaine. Texas, c'est une très bonne boîte. Et il y a une boîte qui s'appelait Sun Microsystems, qui est sortie de Californie, de Stanford, et qui m'a fait un appel du pied. Mon voisin de bureau devait aller chez Sun et racontait à longueur de journée chez Texas, je vais avoir une BMW de fonction, j'ai un package à 6 chiffres, enfin. Et nous, on regardait ce type que j'aime beaucoup, qui est toujours un bon pote. Donc je tairai le nom, mais il se reconnaîtra s'il écoute ce podcast. Finalement, il est pas parti. Il a été à force de dire qu'il partait, tu vois, du style. Oh ben attends, si ça continue, je vais te montrer ce que je vais faire. En fait, tu fais rien, quoi. Donc lui, il s'est fait récupérer par la boîte. Par contre, c'est toi. Non, moi je dis attends, si Sun vient de perdre un candidat qui était quasiment embauché, j'ai trouvé le numéro à l'époque sur le Minitel de Sun à la Boursidière. J'ai appelé le patron de l'époque, qui s'appelait Alain Péchon, qui était un type chouette. Et il y avait une dame qui s'appelait Dominique Bergeron, qui était son bras droit. Et elle m'a dit, vous pouvez venir quand pour l'interview? Ben maintenant. Maintenant, vous dire maintenant, oui, maintenant. Et donc le soir, ils ont remplacé le nom de ce garçon sur le contrat par le mien. Alors par contre, j'ai pas eu de BMW. Entre-temps, c'était devenu une Renault 25. Ah oui. Et à l'époque, c'était déjà une belle bagnole. Ouais, c'était le modèle de base. Mais bleu marine, j'avais l'impression d'avoir une voiture. Je me prenais pour un chauffeur de l'administration. Ouais. Ouais, j'étais le chauffeur. Donc j'ai fait une carrière assez rapide chez Sun de 5-6 ans, plein de jobs. Puis après est arrivé le secteur de l'outsourcing. C'était la grande mode. On allait dématérialiser tous les services non stratégiques, le non-core business, comme on dit. Donc l'informatique était souvent vue comme un problème plus qu'une opportunité. Et on confiait l'informatique à des professionnels. Et EDS, c'est la boîte de Ross Perot, qui était un milliardaire texan, qui avait été candidat pour la Maison Blanche, qui avait pas réussi, mais qui était quand même un type très brillant. Et EDS, c'était déjà une très grosse boîte aux États-Unis et rachetait en Europe plein d'entreprises. Et donc, il se crée en France un bureau. Les Américains, parce que je parlais bien l'anglais. Oui, c'est un seul truc que j'avais bien fait, c'était que je parlais bien l'anglais petit. Comment? Parce qu'on m'avait mis en cours d'anglais. Okay. Dès l'âge de 8 ans, j'avais un cours d'anglais toutes les semaines. Mes parents croyaient que les langues allaient être un atout. Ça, c'est pas idiot. C'est vrai que vous, parents, si vous pouvez apprendre l'anglais à vos gamins, qu'en 2023, on nous dise qu'il y a encore des gamins qui parlent pas l'anglais, c'est un vrai scandale, quoi. C'est pas l'éducation nationale qu'il faut blâmer, parce que eux-mêmes, les profs d'anglais ne le parlent pas. Mais au moins, vous, parents, trouvez un étudiant américain à Paris ou anglais et faites-lui faire quand je dis Paris, partout, je m'en fous. Mais faites faire 2-3 petits cours par mois à vos gamins et vous verrez que si vous les démarrez tout petits, ils vont se dédramatiser l'apprentissage d'une langue et puis après, vous leur montrez des vidéos, des films ou des dessins animés en anglais, ça se trouve sur YouTube. Vous allez voir à quelle vitesse après ils vont prendre... C'est la grande différence entre moi et ma sœur. On a 15 ans d'écart. Ma sœur, à 10 ans, avait un smartphone sans abonnement, mais elle allait sur Internet sur une application. À toute heure de la journée, elle parlait soit avec une Australienne, soit avec une Américaine, et elle a un anglais, un américain oral, mieux que n'importe quel professeur d'anglais du lycée, quoi. Mais voilà. Et aujourd'hui, elle parle 5 langues. Mais voilà. Bon, elle avait forcément une appétence pour les langues et un talent, mais voilà, elle a été aidée par tout ça. Et aujourd'hui, les parents qui ne se rendent pas compte que leurs enfants sont pas à l'aise avec les langues, c'est de leur faute. Il faut arrêter de blâmer l'éducation nationale. C'est les parents qui sont pas responsables. Bon, donc moi, je fais une carrière très vite. On me demande de manager. Je me rends compte que je suis un moyen manager. J'ai de l'énergie, j'ai des idées, j'ai du charisme. Je m'exprime bien. J'étais à l'aise avec les clients, mais en 2 mots, j'étais insupportable avec mes collègues du même niveau. Voilà, je rendais la collaboration au niveau d'une équipe de managers difficile. J'étais apprécié par mes présidents parce que je pense que j'avais une bonne relation avec eux et j'étais assez pratique et j'étais no bullshit, puis efficace. Et puis j'étais adoré par mes clients et mes équipes. Finalement, on disait Christian, ça mange, ça bouge. On fait du business, on grandit. Mais je crée des difficultés de voisinage évidents avec les autres vice-présidents des départements voisins. Donc, j'ai consommé de l'huile inutilement. Si j'avais eu quelqu'un, mais Christian, arrête, ton concurrent n'est pas le patron du marketing ou le patron des opérations ou le patron de la finance, c'est un collègue. Donc, trouve une relation intelligente avec eux, tu verras, tu vas aller plus vite. Et moi, j'étais plutôt en train de me dire, ce mec est pas bon, cette fille est politique, et puis je me rendais désagréable sans vraiment le vouloir, mais j'ai été assez bon. Et donc, parfois, j'étais rejeté par mes pairs, qui créaient donc au président de la boîte quelques difficultés dont il n'avait pas besoin, et je devenais le problème, tu vois. Ouais. Donc, j'ai eu sans doute 2 ou 3 fois dans mes 25 ans de vie corporate, l'opportunité j'aurais dû pas le faire, tu vois. Tu vois, plutôt que continuer à m'entêter dans mon jeu de provocateur, parce qu'évidemment les gens sont pas toujours très bons et tu peux voir leurs imperfections, mais est-ce qu'on t'a mandaté de les faire ressortir? Non.
On me demandait pas de faire ça. Et moi, je me prenais tout de suite pour, je vais vous dire, je vais avec mon sabre sorti, tu sais, je vais vous montrer la vérité et tout. Et j'étais devenu sans doute odieux. Et donc, ça m'a pas forcément aidé. Alors, je le raconte avec humour aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais pas forcément conscient de ça. Je pense on m'a regardé me planter une ou deux fois, alors que si j'avais eu 10 ans de maturité en plus, parce que j'étais très jeune pour les jobs que je prenais. Et on m'a envoyé à Londres à 36 ans. Pour régler une intégration d'une boîte que le groupe qui m'employait avait racheté à Birmingham, donc c'est comme si c'était à Limoges par rapport à Paris. Moi, j'étais pas basé là. Le berceau de Reebok. Oui, mais aussi le berceau de l'automobile. Oui. Et, Birmingham, c'était Rover. Rover, c'est une grande marque anglaise, très connue, qui a disparu depuis, comme beaucoup malheureusement de ces marques. Mais il y avait une grande industrie automobile en Angleterre, au Royaume-Uni, et il y avait à Birmingham la filiale informatique de Rover qu'on avait racheté. C'était 1200 personnes à intégrer dans une boîte américaine, et on envoie un Français qui avait jamais vécu à Londres. Et c'était ta première expérience à Londres. Et à l'étranger? Oui, ouais. J'avais beaucoup bossé. Non, oui, t'as raison. C'était la première fois qu'on m'envoyait pour une mission à l'étranger. Et j'avais envie de partir depuis des années aux États-Unis. À chaque fois, j'étais numéro 2 en finale. Et on me prenait jamais. Pourtant, c'était pas un problème de langue, ni un problème de disponibilité intellectuelle. C'est juste qu'il y avait des gens meilleurs que moi qui prenaient le job. Donc, je me suis retrouvé à Londres. Là, c'était une mission de 6 mois. Et puis, c'est depuis, je suis à Londres. Voilà. Alors, là, la roue a tourné. J'ai fait ce qu'il fallait pour rester, parce que j'adorais ce pays, j'adorais cette culture. Ma femme était très heureuse là-bas. Nos enfants ont grandi complètement bilingues. Ça change complètement la perspective du monde quand tu as vécu à l'étranger. Alors, l'Angleterre, c'est pas le milieu de l'Afrique, hein, on est bien d'accord. Brexit ou pas, c'est quand même un pays avec des règles, des principes. Quelles sont les plus grandes différences entre français et anglais? Je pense que c'est sur la cohabitation humaine. Le français, par défaut, va montrer ses différences à son voisin. Le britannique va, par défaut, essayer de la gommer. C'est-à-dire qu'il va essayer de pas tout de suite montrer qu'il est différent de son voisin. Il va essayer de trouver le plus grand dénominateur commun. Okay, le conflit en public, ils détestent ça, les Britanniques. Dans un board en France, les mecs se servent du board comme un ring de boxe. Donc ça dure des heures, on sort complètement de l'agenda, il y a de la tension. Les anglo-saxons, ils se sont parlé avant, tout ce qui était gênant, on en a parlé avant, et donc le board, il se passe vite. Les gars, ils vont pas louper leur train à 17h, parce que de toute façon, ils font pas des heures sup le soir, ils n'ont pas besoin d'être au bureau à 20h. Ils ont des vies perso, des gamins, des amis, des compagnons, des partenaires. Et puis, ils ont des activités. Donc, et puis surtout, ils habitent plus loin. Ils prennent des trains assez longuement. Ils viennent pas en bagnole au bureau, ils viennent en train. C'est pour ça que la ville de Londres est moins problématique que la ville de Paris pour le trafic. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Mais parfois, ils ont 2 heures de train quand même le matin, 2 heures le soir. Donc, ils n'ont pas envie de faire des heures sup. Et donc, ils rendent les vies collectives au bureau plus agréables. Je pense qu'il y a beaucoup moins de conflits visuels. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des engueulades en individuel, mais ça se passe au pub, en tête à tête. Ils se règlent leurs problèmes. Et après, en public, ils ont plutôt l'impression d'être civils et courtois. Alors que le français, le cadre français, par principe, il va essayer de montrer que il a une forte personnalité, un gros ego, et il va y avoir des conflits inutiles qui n'apportent rien à la cause et qui font perdre du temps à tout le monde. Ça, c'est une première difficulté. La deuxième, c'est que le français, le cadre français, ceux que je connais, ils vivent pour travailler, alors que le britannique, il travaille pour vivre. C'est-à-dire que à partir du moment où il a ce qu'il veut pour vivre, il a plus besoin de continuer, tu vois. Le britannique considère quand même que encourager les petits villages à garder une âme, à maintenir un niveau d'urbanisme agréable, des villages entretenus. Il n'y a pas de villages livrés à eux-mêmes. Tu traverses du sud de la Cornouaille jusqu'au nord de l'Écosse. Il y a des villages pauvres, il y a des quartiers, des régions très pauvres au Royaume-Uni. Le niveau de pauvreté est très élevé, mais néanmoins l'entretien des villages est maintenu parce que c'est le cœur de la tribu. Tu traverses la France, du Var jusqu'au Pas-de-Calais, tu prends la diagonale du vide, tu vois des villages, il y a marqué à vendre, s'adresser au notaire, mais le notaire lui-même, il y a marqué études à vendre, enfin, il n'y a plus rien, quoi. Il reste peut-être un garagiste et encore, il fait plus que de l'essence, il n'y a plus de mécano, parce qu'il n'y a plus de mécano, enfin, tu dis, mais attends, comment peut-on rester attaché à une culture française quand la moitié des villages de France sont déserts? Tu traverses le Royaume-Uni, tu as des villages qui vivent avec des petits pubs. Alors, il y en a de moins en moins, il y a aussi une tendance à les fermer, mais on n'en est pas là quand même, tu vois. Et c'est vrai que le Britannique préfère sa belle maison entourée d'un joli jardin à 2 heures de train de Londres, plutôt qu'un appartement sur le Trocadéro. Enfin, je prends l'exemple volontairement d'un bon quartier. Voilà, ils ont une conception de leur réussite sociale qui n'est pas la même. Moi, je te recommande alors un podcast de Hervé Pochon,
qui s'appelle Le Balado de Pochon, qui a dernièrement traversé la diagonale du vide à pied C'est un ancien avec son journaliste micro de radio. Ouais, France Inter. Et il a fait Ardennes Land. Et dans tous ces petits villages, évidemment, il a quand même rencontré de belles personnes qui s'accrochent, qui ont pas mal d'initiatives, pas mal de projets. Évidemment, quand il les interrogeait sur est-ce que vous avez conscience que vous habitez dans la diagonale du vide, pas forcément, tu vois. Et c'était une belle manière de quand même montrer qu'il y avait de l'espérance. Tu sais que le kilométrage moyen fait par le français ou le britannique moyen en dehors de son centre de vie, c'est très limité. Là, tu vois, on a un groupe de jeunes qu'on essaie d'aider à Londres, qui sont des gamins issus de l'immigration, avec des familles souvent d'accueil, des gamins dont l'anglais n'est pas la première langue, et souvent ils sont un peu à la limite du trafic de drogue, et ils sont embarqués là-dedans. Donc j'ai créé un mouvement pour leur apprendre le business, l'entrepreneuriat et la communication, pour leur donner envie de voir qu'il y a autre chose dans la vie que d'être guetteur ou dealer, ou footballeur ou youtubeur, parce que ça c'est à peu près les 4 références qu'ils ont. Et on leur fait des concours de pitch, on leur fait des concours d'éloquence, on leur fait travailler sur des business plans. Et on a cet été essayé de lever de l'argent pour les emmener à la mer. Parce que Londres, c'est à 60 km de la mer, et ces gamins n'ont jamais vu la mer. Je parle pas des petits Parisiens qui n'ont jamais vu la mer, parce que là, on est quand même à plus de 250 km de la première côte ici. Mais qu'à 60 km, tu te dis quand même, rien que de les emmener en car, faut affréter un car, on a besoin de 2000 €, enfin l'équivalent en livres. Bon, bien sûr, on les a trouvés tout de suite, et on va faire un groupe de 60 gamins, pour une journée avec des animateurs, ils vont voir la mer, ils vont jouer dans l'eau, ils vont faire tu peux pas savoir le bonheur que tu dis, mais on est au 21e siècle, ok? On va encore ramener des mecs sur la Lune, ok? Il y a des gars qui payent des fortunes pour aller à 100 km de la Terre dans des navettes spatiales avec Jeff Bezos et autres. Il y a des gamins qui ont pas fait 60 bornes pour voir la mer. Donc je sais pas si dans l'ordre des priorités, la société s'est pas un peu gourée, quoi. Mais bon, il paraît que les retombées scientifiques de Jeff Bezos sont extraordinaires pour l'humanité. Bon, vraisemblablement, on sera pas là quand on verra les bénéfices. On attend de voir, ouais. Et on creusera le côté engagement. À partir de quand ou est-ce que dans tout ce début de carrière, tu mettais du sport, tu mettais l'aventure déjà chaque semaine un petit peu dans ton agenda bien rempli? Alors, il n'était pas aussi bien rempli que je le voulais. Il était sans doute rempli de choses qui n'étaient pas prioritaires, mais j'avais la chance d'être à côté du Gymnast Club à La Défense. Pendant des années, j'ai bossé à La Défense. Et on se faisait un pari avec les collègues d'aller à la gym tous les midis. Okay. À pousser de la fonte bêtement, sans aucun coaching, à se faire mal, à se déformer sans doute les trapèzes et autres sans savoir, mais on était dans une espèce de conquête du muscle. Quand tu me vois, tu vois pas que j'ai fait 10 ans d'haltérophilie, parce que j'en ai pas fait, mais je faisais quand même beaucoup d'activités pour muscler mon corps. Et c'est vrai qu'à 25 ans, j'étais plutôt grand, maigre et sec, et à 35 ans, je m'étais étoffé. Et après, si tu ne t'entretiens pas, tu risques de convertir ton muscle en graisse, et après c'est un autre problème. Donc j'ai toujours fait attention. Je suis pas du tout skinny, je suis pas un anorexique, mais j'ai une bonne condition physique parce que j'ai fait un peu tout de sport. C'est-à-dire, je suis très bon nulle part. J'ai fait un peu de tennis, j'ai fait un peu de course à pied, j'ai fait des semi-marathons, j'ai fait des crosses du Figaro, j'ai fait pas mal d'aviron. C'est une passion, mais j'étais pas non plus à un niveau qualifié pour les championnats internationaux, hein. J'ai jamais été à ce niveau-là, et peut-être que j'aurais jamais été si j'avais démarré plus jeune. J'ai fait de l'équitation, j'ai fait beaucoup de ski, j'ai fait du ski de randonnée, j'ai fait un peu d'escalade en montagne et en varap. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux, mais encore une fois, j'étais pas ceinture noire de judo et j'étais pas ceinture noire de karaté. Mais j'ai un peu un éclectique du sport, donc très bon nulle part, mais assez généraliste. Donc je m'en sortais bien, on me faisait du tennis, du basket, du foot. Au foot, j'étais nul. Alors là, par contre, ça, je sais que j'étais nul, mais bon, il y a des raisons. J'ai jamais fait de rugby parce que j'avais des lunettes quand j'étais jeune, et donc on m'a dit tu viens le mercredi, ou le jeudi à l'époque c'est rugby, très bien, donc je m'équipe l'uniforme, les chaussures, le maillot, j'avais même le ballon, et puis j'allais en bus avec les gamins de ma classe faire du rugby, et puis on me dit bon, on n'a pas besoin de toi Christian tout de suite, tu vas rester sur le banc de touche, mais dès qu'on a besoin d'un remplaçant, on te prend, très bien. Et puis la première mi-temps, je regarde la première mi-temps, après on discute de la mi-temps, super et tout. Et moi je dis, j'aimerais bien jouer. Oui, je sais Christian, dit le coach, deuxième mi-temps, je te promets, dès que j'ai un remplaçant, c'est toi. Okay, deuxième mi-temps se passe,
je reste sur mon banc, donc moi je me les caille, les autres ils courent, ils se réchauffent, moi j'ai vraiment froid. Alors j'ai mon uniforme nickel, hein, pas une tasse debout. Et je rentre le soir chez moi dans le bus et mon père me dit « Ah, c'était bien le rugby ? T'as l'air nickel, Christian, t'as froid ? » Ben oui, j'ai pas joué. Comment ça, t'as pas joué ? Ah, mais c'est pas grave, la prochaine fois tu joueras, tu verras. Faut que tu y retournes. Donc football et rugby, à chaque fois j'étais sur le banc. Quand t'as les deux chefs d'équipe qui choisissent leurs collègues au foot. Capitaines. C'était le dernier. Ah ben moi on me choisissait jamais. Ah ouais. Je voyais le capitaine choisir tous les gars les uns après les autres pour les équipes se composaient. On commençait par les meilleurs évidemment, après les un peu moins bons, après les brels et puis restait les boulets quoi. Et puis après il y avait Christian Malissard. Et moi on me dit ah ben là c'est con parce que là on est déjà complet. Ben, Christian, ce que tu fais c'est que tu viens comme remplaçant. Donc je te la fais court, les sports co où j'étais remplaçant pendant les demi-temps n'ont pas été des sports que j'ai adorés. Donc football, évidemment. Basket, c'est pas mi-temps, c'est 4 quarts de temps, mais tout ça, c'était pareil. Donc, in fine, j'ai pas fait de sport co. J'en ai pas fait, mais j'aurais bien aimé, hein. Par contre, j'ai fait des sports plutôt en petites équipes, comme les tennis, on est l'un ou en double. Et j'ai été moyen. L'aviron aussi, un petit peu. L'aviron, c'est un sport d'équipe, ça c'est très différent, puisque là, on est soit en skiff tout seul, soit en double, soit en paire, en 4, soit en 8. Et quand tu t'entraînes au début, tu commences sur un 8. Parce que c'est là où tu apprends. Tu as commencé l'aviron sur la Tamise ? Oui, non, sur la Seine. Sur la Seine. À la Boulogne, à la CBB. Et j'avais un copain avec qui je faisais ça, et on partait à 2 bateaux en skiff, et on allait visiter l'île abandonnée Renault. Oui. Renault Billancourt avait une usine énorme, ils avaient abandonné le truc de façon un peu bizarre. Il restait tout le matériel, les outils, la cuisine, les bacs à huile pour faire les frites qui avaient été renversés. Il y avait de l'huile figée partout. Ce qui fait que les escaliers étaient recouverts d'une espèce d'huile, de graisse, de frites. Enfin, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé là-dedans ? Ça avait été squatté, donc on y allait avec notre tenue d'aviron. On attachait nos bateaux au bord de l'île et on passait 2 heures à visiter. Bon, on n'a jamais rien trouvé de très très bref. Moi, c'était marrant comme expédition. Tu sais qu'aujourd'hui sur YouTube, ça s'appelle de l'urbex. Ouais. Oui. Et bah, tu vois, je pense qu'il y a des gens qui avaient fait ça bien avant que ça soit une mode. Et c'était des expéditions urbaines. Ouais, c'est sympa. Donc l'aviron, ouais, j'en ai fait beaucoup. J'étais plutôt bien, mon gabarit se prêtait bien à ce sport, parce que c'est vrai que c'est plutôt des grands assez costauds qui font de l'aviron. Parce qu'il y a le débattement des 2 rames, ça va bien avec les bras et les jambes. Donc celui qui a des bras très courts, des jambes très courtes, il est moins à l'aise sur ce sport. Enfin, il faut être honnête. Hein. Alors, on peut plus dire ça aujourd'hui, tout le monde ne peut faire tout, mais bon, quand tu vois les équipes d'aviron, c'est plutôt des mecs d'1m90 ou au-delà, et ils font entre 90 kilos et au-delà, tu vois, à 18 ans. Et quand tu vois que c'est un sport très complet, parce que tout le corps, tout le groupe musculaire travaille, c'est comme la boxe et le cross-country. Le ski de cross-country, il paraît que il y a le plus d'échanges de sang avec l'organisme. C'est un sport très complet. Donc moi, j'ai adoré ça. Je suis très endurant. Par contre, c'est un sport où tu vois d'où tu viens, tu vois pas où tu vas. C'est comme le dos crawlé. C'est les 2 sports au monde où tu vois pas où tu vas. Or, pour motiver une équipe, il faut quand même avoir un but. Donc le but, c'est d'être celui qui voit les 5 autres bateaux. Il y a 6 bateaux dans une compétition olympique ou autre. Et quand t'en vois 5, c'est que t'es devant. Quand t'en vois 4, c'est qu'il y en a un devant toi. Et ainsi de suite. T'apprends très vite. Mais tu peux pas te retourner, parce qu'en te retournant, ton mouvement est plus synchro, et donc tu fous le bazar dans l'équipage. Et si jamais les rames sont pas synchro, alors t'en as une ou 2. Une rame, tu as une déformation du corps sur la hanche, qui est peut-être une des raisons pour laquelle je souffre de la hanche gauche. Et quand tu as 2 rames, tu es beaucoup plus synchro. Par contre, 2 rames, tu as moins de puissance. Parce que tu as un bras par rame. Alors, la pale des rames est un peu plus petite, mais néanmoins, tu as beaucoup plus de puissance quand tu as les 2 bras que tu vas tirer. Parce que c'est en tirant. C'est la différence entre la pronosupination. Quand tu tires vers toi, tu as plus de force que quand tu pousses. C'est pour ça que les scies, quand tu coudes du bois, il y a des scies qui poussent, des scies qui tirent. Les Japonais ont tout compris. Les armes japonaises, tu tires. Les scies japonaises, tu tires. Et t'as beaucoup plus de force pour couper que quand tu pousses. Bon, les ingénieurs français n'ont pas compris ça. Ils font des scies qu'on pousse. Bon, je crois qu'il faudrait leur expliquer. C'est intéressant comme règle physique. Justement, est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec le business, avec les managers ou les chefs d'entreprise qui ont, eux, la vision sur les buts, les objectifs, l'arrivée, et en dessous les coéquipiers qui eux poussent, tirent et mettent la force au quotidien pour arriver au but. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'aveugle. On leur dit il faut faire plus de ci, il faut faire moins de ça. Ils ont des indicateurs, ils ont des tableaux de bord avec tellement d'indicateurs que tu demandes quel est l'indicateur. C'est un Airbus. C'est un Airbus. Et d'ailleurs, plus les voitures vont vite, moins il y a d'informations sur le tableau de bord.
Quand tu regardes les vieilles Bugatti autrefois, dans les années 30, elles avaient une quinzaine d'indicateurs, parce que non seulement tout était mesuré, parce que tout était une source de problème, donc il fallait contrôler plein de paramètres, mais surtout, on avait le temps à 60 à l'heure sur le... Et puis maintenant qu'on roule à 330 il n'y a plus de la ligne droite des Hauts-de-Dire, ils l'ont terminé avec des chicanes, mais tu peux encore aller très très vite dans les circuits. Là, t'as quasiment plus d'informations. Tout a été simplifié. T'as un voyant rouge, t'as des voyants qui s'allument et ça veut dire là que t'es en surchauffe ou que ton moteur a coupé les injecteurs. Je suis pas un spécialiste de Formule 1, comme tu viens de le comprendre. Mais plus t'as d'informations, moins tu prends de bonnes décisions. Donc on a réduit les indicateurs. Ceci dit, dans le reporting quotidien des collaborateurs, t'as plein de types, ils savent pas où on va. Hein. On leur a pas dit. Ou alors on leur a mal dit, ou alors ils ont pas voulu entendre, je sais pas, mais il y a un paquet de managers intermédiaires qui sont perdus, qui savent pas du tout quelles sont les 3 priorités de la boîte. Alors ils font ce qu'ils peuvent pour arriver à délivrer avec leurs équipes, à rendre le mieux qu'ils peuvent la performance attendue, mais ils ont une perception très floue des objectifs. Beaucoup de grands patrons sont tellement peu clairs dans leur communication qu'honnêtement, faut mieux pas qu'ils communiquent plus, hein. Parce qu'à chaque fois qu'ils reprennent la parole, ils rendent plus confus les gens. Donc à la limite, non, parle pas plus, monsieur le président. C'était très bien l'année dernière. Il y en a d'autres, ils pourraient parler plus. Ils pourraient impliquer plus leurs collaborateurs par un... Alors c'est pas un discours mono-directionnel, un peu comme à Cuba, Fidel Castro qui parlait pendant 4 heures. Les mecs en face, ils avaient juste compris qu'il fallait qu'ils hochent la tête, sinon ils étaient tués par la milice politique. Mais non, c'est pas ça, c'est interactif. Mais tu vois, il y a des patrons qui comprennent qu'une fois par an, il faut quand même adresser les équipes avec un message simple, avec des axes précis que tu peux raconter à ta famille. Tu rentres chez toi, tu dis voilà ce qu'on fait, voilà ce que papa ou maman fait, voilà pourquoi on est dans cette entreprise et que je bosse beaucoup, voilà pourquoi je voyage toute la semaine à couvrir des pays en Europe ou ailleurs, parce que les 3 objectifs clés de ma boîte, c'est cela. Alors on a inventé des trucs sur la responsabilité sociale et environnementale qui sont très très beaux. Moi je suis à faveur de ça, mais faut pas que ça masque le but quand même. Les shareholders, ils investissent leur pognon dans une boîte, c'est pas parce que on va planter des arbres, hein. C'est parce qu'ils veulent avoir un retour sur leur investissement avec des dividendes dans leurs actions. Faut arrêter de nous faire croire que ah non, moi ça me gêne pas les dividendes qu'il n'y en a pas. Moi je suis content parce qu'on fait de l'économie de papier. Non, faut arrêter. Et c'est vrai que les boîtes qui sont sincères et qui sont cohérentes avec leurs valeurs, c'est très beau. Il y en a plein qui sont hypocrites. Il y a une entreprise, je ne citerai pas, qui fait un rapport d'activité sur sa responsabilité sociale. C'est du papier glacé, il y a 300 pages. Me dis pas que le gars qui a publié ça se dit, c'est beaucoup de papier, ça coûte une fortune en impression, c'est plein de produits chimiques pour l'encre, les photos sont magnifiques. Il ferait mieux de faire un truc en papier recyclé, tu vois, ça serait beaucoup plus cohérent. Et puis peut-être pas de 300 pages avec des photos couleurs. Personne les lit, c'est le genre de trucs, tu les feuilletes, et puis c'est bon, quoi. Et du coup, comment justement remplir cet objectif pour les actionnaires et en même temps apporter le sens pour les collaborateurs d'aujourd'hui? Alors, ce que les collaborateurs attendent de leur entreprise, c'est de la cohérence. C'est de l'honnêteté. Il n'y a pas 2 poids, 2 mesures, il n'y a pas 2 standards. Quand ils se rendent compte aujourd'hui qu'il y a ce qu'on dit pour les collaborateurs, il y a ce qu'on fait quand on est patron, et que c'est pas compatible, ça gêne tout le monde. Ça gênait moins dans les années 60, parce que 1, on le savait pas, 2, on voulait pas le savoir, aujourd'hui tout se sait. Donc les incohérences et les doubles standards, aujourd'hui, ça doit être interdit. Le patron qui s'autorise une attitude, un comportement, une décision, une action, une dépense qui est complètement incompatible avec ce qu'il prône comme les valeurs de son groupe, il devrait être remplacé par les actionnaires immédiatement. Honnêtement, pour moi, il y a des gens qui survivent dans des incohérences totales. Après, est-ce que tu peux être parfait sur tous les sujets? Non. C'est comme ton alimentation. T'as beau faire des efforts, tu bouffes pas parfait. Ton activité physique n'est pas parfaite, ton activité professionnelle, on a tous nos limites. C'est la beauté d'être l'homo sapiens du 21e siècle. On est équipé de puissance de calcul sur nos iPhones, on peut aller sur la Lune avec, mais on est incapable de rappeler les meilleurs copains pour rester en relation, tu vois. Les gens sont tous sur répondeur. T'appelles plus personne. Ou il faut faire 10 tentatives pour tomber sur quelqu'un qui dit « Ah, tu m'appelles ?» Bah oui, t'as un téléphone, ça s'appelle quoi? C'était pour parler à la base, tu vois. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est la seule fonction qui n'existe plus sur un téléphone, c'est de parler. On est derrière toute la journée, tu vois des jeunes couples qui prennent un café sur les champs, ils sont derrière leurs écrans. Là. C'est quoi leur relation de couple, quoi? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de réseau, quoi? Si le wifi tombe, ils sont complètement paumés. Mince, il faut que je te parle. Ma chérie, il faut que je te parle, mon truc, il n'y a plus de wifi. Bon.
Donc je pense qu'effectivement la cohérence des messages des grands patrons est difficile à garantir. Après, il faut que ça soit simple. Chacun a son attente de sens. Les jeunes disent moi je veux du sens. Ok. Alors tu leur poses la question, mais c'est quoi le sens dans ta vie? Tu veux faire quoi? Moi je veux bosser pour une boîte qui a du sens. Oui, non, tu me l'as déjà dit. Alors c'est quoi? Ben je voudrais par exemple qu'on soit inclusif, d'accord? Je voudrais qu'on soit ouvert sur la diversité. Très bien. Mais ça c'est des composantes, mais c'est pas la stratégie d'une boîte, se fait pas parce qu'on est inclusif et diversité et ouvert sur la diversité. Il faut un métier, on fabrique quoi, on vend quoi, on construit quoi, on produit quoi. Les gens veulent plus bosser pour l'armement, plus bosser pour le tabac. Par contre, ça les gêne pas de consommer des produits illicites le soir. Je sais pas où est la cohérence. Donc ils veulent bosser pour des boîtes qui font du bien. Alors bosse pour la santé, sois infirmier. Ah non, ça paye pas assez. Ah, ok. Donc tu veux quand même être payé. Ah ouais. Ben boss, je sais pas moi, médecin. Ah non, il y a 12 ans d'études minimum pour être généraliste, vraisemblablement même plus. Ok, alors tu veux faire quoi? Ben engage-toi à la Croix-Rouge. Oh non, ça paye pas. Alors donc tu veux être bien payé dans un job où il n'y a pas trop de stress, mais tu veux des valeurs. Alors dans la boîte, propose-toi d'être le porte-parole de ton équipe. Tu veux dire quoi? Responsable, représentant syndical? Non, pas forcément, mais être actif, engage-toi, porte des projets. Comment on dit? On porte des projets. Comme si les mecs physiquement portaient le projet. Non, on porte des projets. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut faire beaucoup d'heures supplémentaires. Ouais, mais tu vas là aider une entreprise à se développer, tu deviens le champion de cette cause. Ah non, ça m'embête parce que moi, tu sais, honnêtement, puis j'aime bien travailler de la maison. Oui, mais autant, la travailler à la maison, c'est une option. C'était pas une finalité. Le Covid nous a aidé à fermer. Non, le bureau, ça se passe au bureau, là. Ah non, moi, je préfère bosser. C'est quels sont les jours où j'ai le droit d'aller à la maison? Non, mais c'est pas t'as le droit d'aller à la maison. Tu peux être à la maison, mais t'as le droit d'être au bureau. Ah non, moi, les lundis et les vendredis, j'aimerais bien être chez moi. Ok. Donc voilà. Et j'aurais du sens dans mon travail. Non, mais là, t'es en train d'écrire tout ce qu'il faut pour ne pas en trouver. Donc, moi, je suis assez cash. T'as dû l'entendre. Parfois, je pense que ce discours-là n'existe plus entre le manager et l'employé. Parce qu'on a tellement peur de lever de froisser après d'avoir quelqu'un qui se plaint d'avoir été en harcèlement moral. Et je pense qu'il faut arrêter cette espèce de peur d'être responsable et d'être en charge. Ou alors, on a une structure complètement lean, où il n'y a plus de management, où chacun, c'est un kolkhoz géant, où chacun s'occupe de son petite parcelle et produit ses carottes. Mais les entreprises fonctionnent pas comme ça. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont peur d'être responsables, peur de s'engager. Ils sont juste pépères, quoi. Il faut pas les ennuyer. Ils veulent juste un job. Tu sais, Coluche disait, les jeunes veulent pas un job, de l'argent leur suffirait. Et il était génial, Coluche. Je crois qu'on n'a jamais. Il y a Desproges et Coluche, pour moi, c'est mes références. J'essaie de pas les citer tout le temps parce qu'ils sont bien meilleurs que quand je le fais, mais je les lis régulièrement. La chronique de la haine ordinaire de Desproges, mais c'est un bouquin de management qui remplace n'importe quel Harvard Business School Review, n'est-ce pas? Donc voilà, moi je suis assez surpris de l'incohérence entre des paroles de patron et de la perception des employés. Il y a une disconnexion quelque part. Et je sais pas s'ils s'en rendent compte. Je pense que quand t'es en haut d'une échelle, tu finis par plus voir le sol, quoi. Puis t'as toute une échelle entre toi et le sol de la cour. Et la cour, c'est comme le roi Soleil à Versailles, il savait pas vraiment ce qui se passait. Parfois, il allait voir ses soldats parce qu'ils passaient leur temps en guerre, mais il sait pas ce qui se passait à la France profonde. Je pense qu'il y a beaucoup de patrons de boîtes, pas besoin d'être au CAC 40, qui sont un peu hors sol, qui sont entretenus dans cette espèce de rêve, de flatterie d'ego. On massage leur ego toute la journée. Ils ont des adjoints, des députés qui se croient hyper forts, hyper importants dans la structure. Et finalement, la vérité leur montre plus, l'information leur montre plus. Et c'est dans mon rôle. C'est alors pourquoi je te dis tout ça, c'est que j'ai eu l'impression que moi j'étais dans ce cas-là assez vite et j'ai utilisé des advisors. Certains appellent ça des mentors, des coachs. On peut appeler ça comme tu veux. C'est la personnalité qui est importante, c'est pas son titre. Des gens qui m'ont ouvert les yeux avec des allumettes. Et Christian, arrête de rêver. C'est ça la vérité. Comment tu as été les chercher? Comment tu les as trouvés? Je pense comment ils sont venus à toi? Mon patron a dû dire à ces mecs-là, vous allez contacter Christian, il a des imperfections évidentes. Ça, c'était à Londres? C'était déjà à Londres, oui. Déjà, oui. Oui, j'ai eu très vite un coach, un executive coach, qui était un type génial, avec qui j'ai créé une boîte 6 ans après, tu vois, qui était mon premier associé, justement pour faire du conseil, du coaching et du mentoring. Et puis après, je me suis dit, non, c'est pas le coaching ou le mentoring qui m'intéresse, c'est d'être auprès de quelqu'un d'important et d'être dans l'ombre, son conseiller pour lui faire avancer dans des réflexions qu'il n'a pas tout seul, pour lui faire prendre conscience de choses qu'il n'a pas vues lui-même, pour lui faire paralléliser des choses, prendre de la distance et tout. Certains disent, c'est du coaching. Non, c'est pas du coaching. Le coaching, c'est un outillage. Ça peut être du mentoring, du consulting, de l'advisory, tout ce que tu veux. On a inversé l'outil et le titre.
Et en France particulièrement, les DRH font des erreurs d'interprétation. Ils disent « Ah, mais ça, c'est du coaching ou ça, c'est du mentoring. » Bon, alors donc, en 2 mots, il vous faut 2 personnes. Pourquoi vous vous contentez pas de trouver une personne qui est capable d'accompagner avec une boîte à outils? Un coup, il y a des outils d'analyse programmation du cerveau, d'autres des outils de médiation, d'autres des outils de gestion du stress, d'autres des outils de communication, d'autres des outils de médiation, ainsi de suite. Et il a sa boîte à outils. C'est comme ton chirurgien. Il a des outils. Il intervient sur ton corps avec différents outils. Des outils pour couper, des outils pour recoudre, des outils pour extraire, des outils pour pomper, des outils pour presser. Et tout ça, ça existe. Et je pense que moi, je suis équipé d'une boîte à outils, mais je refuse de me faire appeler mentor, coach, consultant, formateur. Je suis le couteau suisse du conseil. Appelle-moi comme tu veux. Puis quand je sais pas faire, je te dis, écoute, Gaël, je sais pas faire. Mais après 62 ans de vie et près de 40 ans de vie professionnelle, j'ai touché à pas mal d'outils. Il y en a qui marchent pas dans ma main. Oui, qui sont pas faits à ta main. Voilà. Comment, du coup, se prépare ou se met en place cette bascule entre donc salarié, carrière internationale, à entrepreneur individuel. Donc il y a eu une première association, mais aujourd'hui je sais que tu es entrepreneur individuel, on va dire. Alors, 38 ans, 39 ans, je passe 2 tiers de mon temps dans les avions, je couvre 17 pays, on est 12 000 personnes chez AT&T en Europe. J'ai une vie de zombie, j'essaie de repasser à Londres pour voir à ma famille, donc je me fais des journées de dingue. À 5 heures, il y a le même taxi qui devient... je suis plus proche de mon taxi que de ma femme, parce que finalement, je passe plus de temps dans la bagnole à discuter avec lui. Et un jour, Virginie me dit, mais attends, Christian, c'est ça la vie que tu veux? Non, bon, d'accord, tu gagnes très bien ta vie, on est complètement expatriés, on avait vraiment un statut exceptionnel qui n'existera plus aujourd'hui, je crois. Honnêtement, et tant mieux d'ailleurs. On s'était un peu on était un peu dans un rêve. Cage dorée. Ouais, mais bon... Je me plains pas, je l'ai vécu et ça m'a pas complètement fait tourner la tête puisque maintenant je fais mes photocopies moi-même et je nettoie les sanitaires du bureau, donc c'est bon quoi. Mais pendant la période où j'étais en plein là-dedans, je croyais voler sans oxygène, tu vois, je faisais la Napurna sans gants, tu vois, pour moi tout réussissait, on voyageait. Alors je sais pas si j'étais bon patron, je crois pas. J'étais, comme je te l'ai dit, difficile pour mes pairs, mais j'étais efficace. Je ramenais du cash, l'entreprise savait être reconnaissante de mon contribution, donc je vivais très bien. Mais j'avais une vie de débile. Je voyais pas vraiment mes ados. J'aurais eu un chien, je pense qu'il m'aurait mordu. Le poisson rouge a fait une dépression parce que quand il me voyait, il me reconnaissait pas. Ma vie sociale était devenue faible, ma vie associative nulle. Alors évidemment, je couvrais des miles sur ma carte Frequent Plus. J'avais l'impression de vivre la jet set, mais j'étais complètement faux, quoi. Et c'est ma femme qui m'a dit, Christian, c'est ça que tu veux comme vie, c'est pas évident, hein, on va pas la conjuguer longtemps ensemble, reprends-toi. Et donc j'ai eu l'idée de me dire, mais pourquoi je propose pas à mon coach, qui avait 10 ans plus que moi, qui était un champion olympique d'aviron, qui était une des raisons pour lesquelles j'avais beaucoup aimé ses collaborations, de créer une activité. Il m'a dit, Christian, on démarre quand? On a démarré une boîte qui s'appelle Malissard & Barry, qui était son nom. Malissard, le mien, & Barry. Et en un mois, tous mes contacts, j'avais reconnecté, parce que moi je suis un business développeur, et on commençait à faire du business. On faisait de la prestation intellectuelle, on accompagnait en vendant 1 heure, 1 journée, 1 semaine, et on facturait de la prestation intellectuelle. On avait pas de working capital, pas besoin de fonds de roulement, pas d'équipement acheté, on avait un ordinateur, un portable, une voiture, et tout ça, c'était très bien. Et puis, pour faire court, mon associé, qui avait 50% de la boîte, avait peut-être un peu oublié ce que c'était que de vendre. Et au bout d'1 an, 1 an et demi, il ramenait pas de vente. Il me coûtait en notes de frais énormément. Moi, j'étais capable d'aller en vélo à Canary Wharf de chez moi, ce qui était 20 bornes en vélo, parce que ça me faisait suer de prendre un taxi. J'essayais d'éviter de dépenser, et lui, ça ne le gênait pas de garer sa voiture. Ça, c'était quand même important, parce que tu avais tout un écosystème et justement beaucoup de ressources à ta disposition en tant que salarié. Le jour où tu étais à ton compte, tu as réussi à tout couper et à bien faire la part des choses dans on va dire ton compte et celui des boîtes antérieures, quoi. Ben, non seulement ça, mais j'étais plus expat, donc j'avais à payer la maison, l'éducation de mes 3 enfants, l'éducation, les écoles à Londres et les universités qui arrivaient. Ben, c'est pas la même chose que l'éducation publique en France. Donc oui, j'avais un burning rate important qui faisait qu'il fallait que je fasse attention au cash de la boîte, et je me concentrais sur trouver des nouveaux clients.
Et mon copain Bill, qui était un type sur une note de frais. Sur une note de frais. Lui, il voulait qu'on les rembourse avant qu'il les dépense. Mais il ramenait 0 à faire. Donc après 18 mois, le divorce était nécessaire. Ça n'a pas été simple parce que je le revois souvent sur les clubs d'aviron, aux compétitions. Il fait celui qui me reconnaît pas. Alors c'est quand même, il y a prescription, si tu veux. C'est ça. Ah, vous êtes plus parlé? Non. Pourtant, son frère, c'est mon comptable. Donc tu veux, mais bon, pour lui, c'était une injustice de ma part de ne pas avoir reconnu sa grandeur. Mais moi, je dis, écoute, la grandeur, si tu contribues à 0 commande, tu prends 0 affaire. Après un an et demi, c'est bon, quoi. Tu n'en prendras pas. Et ça, il a reproduit l'expérience de s'associer 2 fois de plus après. Et ça s'est toujours passé de la même façon. Donc, je pense qu'il n'était pas prédisposé à être entrepreneur. Il était prêt à être facturé en tant que speaker, mais il voulait pas trouver de clients. Quand tu crées ta propre boîte, tu fais tout. C'est compliqué, oui. T'es vendeur et t'es le produit. Si tu n'es que le vendeur, il faut que tu payes un produit. Et donc ce produit va te facturer un salaire. Alors que si tu es vendeur et que tu es produit, t'as qu'un salaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc ta consommation de cash quand tu es ton propre producteur et que tu vends toi-même l'émission pour laquelle les clients vont t'acheter, tu fais l'économie d'une force commerciale. Et c'est à peu près 20% d'une structure de coûts, c'est les ventes. Donc il y a plein de bonnes raisons d'être ton produit et de te vendre toi-même. Et comme j'ai adoré faire ça, je me suis séparé de mon premier associé et je recrée ma boîte avec ma femme. Comme ça. Eagle Performance. En 2003. Directement. Ouais. Et le 20 ans. 20 ans, ouais, 20 ans. On a fait le calcul. À peu près, on a facturé pas loin de 10 millions d'honoraires. Tout compris. Bon, évidemment, il y a des bonnes années, des très bonnes années, puis des mauvaises années. L'année des deux crises financières, t'es pas bon. Parce que moi, du jour au lendemain, j'ai perdu un grand client bancaire qui me représentait quand même pas loin de 250 000 livres de chiffre d'affaires par an. Du jour au lendemain, tu reçois une lettre recommandée comme quoi, en raison de la crise, on réduit nos dépenses et on cut et il n'y a pas de biseau et rien. C'est binaire. J'ai eu la même chose avec le Covid. Du jour au lendemain, tous les séminaires ont été annulés, alors que moi, j'en avais un paquet dans le book. Tous les clients t'appelaient en disant, écoute, Christian, on est désolé. Bon, c'est peut-être que temporaire, mais là, avec le confinement, on peut plus rien, on est mode panique. Donc, j'ai dû me réinventer plein de fois. J'adore ça. J'ai réinventé plein d'approches. J'ai monté des jeux de société. J'ai monté des outils de test de la personnalité, du tempérament des gens. J'ai fait des activités outdoor avec mes clients. Je les ai emmenés marcher en montagne, en raquette, dormir dans des refuges, faire de l'aviron, faire du cyclotourisme, faire des traversées de canaux en péniche, enfin, tout ça en résidentiel sur le bateau. Enfin, j'ai inventé plein de séminaires. Donc, je suis le plus créatif des consultants. Vous avez des gens qui ont envie de faire un truc original, pas pour 300 personnes, mais pour 30 personnes, ou même encore un petit comité exécutif de 10. Là, idéal. Ah bah oui. Ça, c'est idéal. Je vais te proposer 3 idées, les 3 seront excellentes, et tu dis, mais attends, mais je sais pas choisir. Tu dis quoi? On fait la première au premier trimestre, la deuxième au second trimestre, et la troisième au troisième. Et c'est comme ça que. La quatrième, ça sera surprise. Voilà. Et j'adore être créatif, j'adore travailler en intelligence avec mes clients. Celui qui me prend pour un fournisseur, ça marche pas. Ça t'a libéré d'être, du coup, tout seul. Ouais, je pense que très très tôt. Même si vous êtes deux, évidemment, avec ta femme, mais tout seul en tant que force de proposition, c'est bon, t'avais largué les amarres, quoi, coupé les amarres. Je pense que j'avais l'impression que de voler avec mes ailes mieux déployées tout seul. Alors j'ai peut-être moins de masse musculaire seul, mais par contre on me tire pas par derrière. Tu vois un petit aigle qui est pas retenu par un mec de 300 kilos derrière qui freine, il va plus loin qu'un aigle géant, un aigle royal qui a malheureusement un mec derrière qui s'accroche et qui freine. Je suis assez agile intellectuellement, je sais pas, mais au moins j'aime passer des idées, j'aime passer des plats d'idées. Donc un dossier dans une banque un lundi, un dossier dans une boîte de pharmacie un mardi, un dossier un mercredi dans un groupe de logement social, et j'adore. Parce que ça m'apporte une diversité de cas sociaux, de cas professionnels, de cas managériaux. Alors qu'une mission, on me vendrait 5 jours par semaine pendant 3 ans, comme un intérim manager sur une boîte, ça m'ennuierait. Parce que j'ai besoin de cette diversité, j'ai besoin de cette oxygénation de situation. Et comme je pense être intense, ça fait du bien à mes clients de pas m'avoir 5 jours par semaine. Je crois, il y a un peu de ça. J'ai un client qui me disait, trop de Christian tue le Christian. Tu vois, il avait raison. Si jamais Arnaud se reconnaît dans mon commentaire, il sait qui il est. Mais ça m'a rendu service, cette expression, parce que c'est vrai que je me rendais pas compte que je pouvais être un peu trop possessif dans la relation. Mais je suis resté très vite très proche, et je reste très proche de mes clients. Mais tu en as quand même peu. 66 sociétés qui m'ont fait travailler depuis 22 ans. C'est 66. Peu sur l'année. Oui, c'est peu. Si on prend en moyenne. Mais la plus ancienne, ça a duré 14 ans. Et ça s'est arrêté pendant 5 ans. Et ça recommence maintenant. On me demande pas pourquoi. Il y a de nouveau. Fidélité. Là, en plus, le premier client est celui. Mon problème, c'est que moi, vu mon âge, j'ai beaucoup de mes clients qui ont pris leur retraite.
Mes clients. Mais souvent, ils ont des dauphins, ou en tout cas des protégés qui leur succèdent. Ouais, mais non. Si tu veux, Mazarin n'a pas été le conseiller de tous les descendants de son suzerain. Donc, je pense qu'il y a un moment où le remplaçant d'un gars avec qui tu bosses de façon intime, il n'a pas forcément envie que tu sois son conseiller, parce qu'il se dit maintenant je veux marquer ma différence, donc il me faut si j'ai besoin de quelqu'un, parce que souvent ils ont l'impression qu'ils n'en ont pas, je vais avoir quelqu'un de nouveau. Et je viens d'ailleurs avec le mien. Donc moi, parfois, j'ai suivi des gars qui sont partis, qui m'a fait découvrir d'autres boîtes. Je suis passé de tous les groupes de services informatiques. Chaque fois qu'il y en a un qui quittait Capgemini pour aller chez Atos, il m'emmenait. D'Atos pour aller chez BT, il m'emmenait, ainsi de suite. Donc j'ai fait du voyage en corporate grâce au fait que je suivais un CEO. Et puis il y en a d'autres qui ont pris leur retraite, qui me disent Christian, maintenant, moi je joue au golf, je fais du bateau, comment ça va toi? Je dis ça va, mais je bosse plus avec ton groupe. Comment ça? Oui, ils ont remplacé par un autre consultant qui était proche de ton successeur. Et bon, au moins ils t'invitent. Oui. Mais je suis arrivé à peu près à tous les cas à avoir un niveau de relation personnelle de qualité avec les gens. Je pense que c'est une des requêtes que j'ai. Je donne beaucoup, mais je veux recevoir. Et quand je vois que c'est pas équilibré, ça marche pas aussi bien. Comme je te l'ai dit, si je suis qu'un fournisseur avec un job à faire pour un prix, je pense qu'on passe à côté de mon produit. Mon produit, c'est cette capacité d'avoir la relation, la complicité, la connexion intellectuelle, les passions communes. Tu vois, je suis parti faire du traîneau dans le Grand Nord, qui est une de mes passions, plusieurs années de suite avec des clients qui m'ont dit mais ton truc, ça te passionne tellement, on veut le connaître. J'ai dit, tu prends une semaine de vacances, je te facture pas mon temps. Tu prends tes coups, moi je prends les miens, on passe une semaine ensemble. Pour beaucoup, ça a été une expérience de me découvrir dans un autre contexte que client-fournisseur. À peu près à tous les cas, ça a enrichi notre relation. Évidemment. Il y a eu des cas où il s'est rien passé au retour et à la limite la relation est morte. Parce que peut-être qu'il m'avait vu ou je l'avais vu dans le contexte réel de la vie quotidienne et notre connexion a disparu. Ça a été trop. Ouais. C'était trop. Mais je ne peux pas me satisfaire d'une relation superficielle professionnellement, d'ailleurs dans la vie en général. Je veux quelque chose d'entier, je veux quelque chose de sincère et de réciproque. Et comme j'ai toujours l'impression que j'ai besoin d'être aimé, c'est ma nature, je suis un scorpion, donc je peux être très dur, mais j'ai besoin d'aimer et d'être aimé. Et d'avoir une réassurance régulière que l'amour est là. Le client qui est un autiste de la communication intime, j'y arrive pas, quoi. Évidemment. Ou je le saoule, ou la relation se sépare. Mais j'ai jamais eu de conflit. J'ai jamais un client qui a arrêté un projet inutilement. J'ai jamais eu un client qui a stoppé un projet au milieu de la mission. Jamais. Elles ont souvent été conduites par une suite, une deuxième mission. Après, parfois, ça s'arrête parce qu'il n'y a plus de budget ou le mec, il est plus là. Mais de mémoire, j'ai jamais eu un seul impayé en 22 ans. Jamais. Parfois, il y en a qui payent tard, mais j'ai jamais eu à me courir derrière une facture non payée. Et puis, oui, quand tu mets bout à bout ces 66 sociétés, j'ai fait du voyage, quoi. J'en ai vu des secteurs. Et j'ai adoré découvrir le logement social, que je connaissais pas, qui est un secteur très associatif, très humain, avec des patrons remarquables. À Londres ou à Paris, à Lille, dans le Grand Nord, nord de la France. Un type génial, Philippe, si tu te reconnais, avec une équipe autour de lui vraiment chouette. C'est eux qui sont venus te chercher ? Non, ça s'est fait... j'ai rendu service à une jeune femme en fin d'études qui cherchait un peu. Pour rendre service à un de mes clients, tu vas me faire, Christian, s'il te plaît. Tu vas aller voir un tel, c'est la fille de mon meilleur ami. Elle est paumée. Toi, tu sais parler aux ados. Est-ce que tu peux l'aider? Une fille vraiment chouette que j'ai vue bénévolement pour rendre service. Puis elle m'a dit, mais un jour, je vous présenterai à mon père. Mon père, c'est le président d'un grand groupe de logement social en France. La relation, un jour, s'est établie. J'ai rencontré le père à la gare du Nord. Il m'a dit, écoute Christian, moi je vous connais pas, mais ma fille m'a dit grand bien de vous. Par contre, ça m'intéresserait que vous veniez nous faire une présentation sur vos passions. Je réunis mes patrons une fois par an. J'ai 50 mecs dans une salle, 50 personnes dans une salle. Vous venez, vous avez 1 heure de leur temps. Donc je suis venu raconter mon expédition que je venais de finir au Grand Nord au Canada. Et ils ont adoré, et c'est devenu un de mes très gros clients. Et Philippe me donne plein de missions. Alors parfois, ils ont des difficultés budgétaires comme tous les groupes. Et j'accepte parfaitement les années sans, les années avec, mais ils me rappellent dès qu'ils ont un peu petit budget. Et tu vois, actuellement, ils m'ont rappelé pour une très belle mission. Et c'est ça que j'aime bien. Tu vois, on est devenus potes. C'est vrai que c'est difficile de le dire. Ah non, mais c'est ton client. Oui, non, mais c'est une personne que j'aime. Tu vois, en tant que personnalité, je suis à l'aise avec cette personne, que ça soit mon client ou plus. Et c'est comme ça que je garde une relation amicale avec beaucoup de gens qui sont peut-être plus mes clients,
mais parce qu'on avait bien conjugué, on s'était bien emboîté, tu vois. Il y avait eu un réel apport de valeur commun. Oui. Et ça a dépassé le contrat qu'on avait signé. Et c'est ça que j'aime bien. Alors évidemment, ça marche pas avec tout le monde. Hein. Qui disent non, mais c'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux juste un fournisseur qui fait le job pour un budget. Ben, je trouve que c'est dommage. Alors, je suis pas idiot, je me tire pas une balle dans le pied, je fais le job parce que je suis un grand professionnel, mais j'aimerais pas qu'on dise de moi que je suis un guignol et que j'ai pas bien fait le job. Mais si la relation se limite à ça, ben on n'exploite pas, on va pas sur 10 sur 10, tu vois. On reste avec le curseur bloqué avec un bout de sable dedans, quoi. Juste avant de poser la question du côté aventure, comment est arrivée la première, au sens vraiment expédition, parce que voilà, ça va faire plus d'une heure qu'on parle. Bon, il y a eu un loupé sur une première association. Est-ce qu'il y a eu des tests, des idées, des secteurs, des services, des missions que tu as imaginé mais qui n'ont pas marché, qui n'ont pas abouti? Ah oui, bien sûr. Ah ben là, j'en ai des caisses pleines, des tentatives, mais je regrette pas une seconde parce que je les ai créées, j'ai imaginé un concept, un produit, une offre, j'ai testé, le marché a pas répondu. J'avais inventé un jeu de société qui s'appelle le Dreamware, qui existe toujours, qui marche encore très bien, mais je pensais en faire une industrie, de vendre mes licences, mes boîtes de jeux, de devenir le Monopoly du 21e siècle. Tu vois, c'était un jeu de recherche de sens avec les 4 éléments, les racines, donc la terre, le feu, l'eau et l'air. Donc recherche un sens dans ta vie, c'est quoi tes ancrages, c'est la terre, c'est quoi les dangers et les obstacles que tu rencontres, ça c'est le feu, c'est quoi les atouts que tu as pour te développer, c'est l'eau, et c'est quoi l'engagement que tu es prêt à prendre pour atteindre tes goals, ça c'est l'air. Et c'est les 4 éléments très utiles à connaître, qui sont des éléments du recherche du taoïsme, toutes ces recherches de valeurs d'ancrage, l'air, le feu, la terre et l'air et l'eau. J'en ai fait un jeu de société. Alors il y en a d'autres, des jeux que j'ai vu qu'il y a des trucs pas mal qui existent aussi, mais j'ai essayé de le faire simple, pas trop intellectuel, pour qu'il puisse se jouer dans une équipe de management. Et c'était un jeu de collaboration sans jugement, où les gens pouvaient parler sans être interrompus, avec une règle de courtoisie. Bon, c'est des jeux que j'ai essayé de développer, je les ai bien vendus en tant que séminaire, mais je pensais en faire quelque chose, un jeu comme le Monopoly. Ça n'a pas marché, tu vois. J'ai perdu du temps. J'en ai fait une version après pour les écoles, pour avoir sur le développement de la spiritualité chez les jeunes, quelle que soit leur confession. La recherche de sens, c'est quoi l'esprit supérieur, enfin toutes les fondamentaux des religions sont toujours à peu près les mêmes. Donc j'ai fait un jeu là-dessus. Je l'ai passé un temps fou chez Nathan, j'ai perdu des réunions, c'est rien fait. Donc je suis un peu un spécialiste des tentatives qui échouent, mais bon, au bout du compte, moi je l'ai bien vendu en entreprise et donc j'ai largement rentabilisé. Après j'ai fait une observation de la main avec un gars qui m'avait interviewé après mes années de BFM. Oui, je t'ai dit que j'avais peut-être, je l'ai pas dit à l'antenne, mais j'ai animé pendant 7 saisons la BFM Academy avec un type génial qui s'appelle Nicolas Dose, qui est toujours journaliste sur BFM, et puis Eve Chegaray, qui était la DRH chez AT&T et que j'avais un peu associé dans mon aventure. Ça a été extraordinaire. Bon, j'étais bénévole complet, mais ça m'a permis de découvrir le monde de la radio, le monde des médias, le monde de la start-up en France. Alors moi j'habitais déjà à Londres, je faisais des allers-retours sur BFM Business tous les mardis, on enregistrait les candidats. Cette émission a développé au-delà de mes attentes. Au bout de 7 saisons, j'ai dit bon, allez, c'est bon quoi. Je passe la main. Oui, je crois que j'avais comme partout, il faut savoir débrancher un projet, tu vois. Le pire, c'est comme dans les bénévolats où les mecs s'accrochent dans des missions de bénévoles ou au Resto du Cœur et comment on débranche, j'ai eu un moment un petit désaccord sur la façon dont on devait sélectionner les finalistes, soi-disant de façon naturelle en fonction des bons candidats. Et moi, j'avais ma conviction que les bons candidats sont quels qu'ils soient, quoi. S'il se trouve qu'on a un homme et une femme, tant mieux. Si on a un jeune issu de l'immigration et un jeune issu des grandes écoles, tant mieux. Si on a 2 jeunes issus de l'immigration, tant mieux. Enfin, pour moi, s'ils sont bons, ils sont bons, quoi. Le reste m'intéresse moins. Et là, on nous a un peu pré-set-up le final. Il fallait qu'on ait un type de type A et une fille de type B. Donc on avait un peu changé les règles que j'avais trouvées incompatibles avec mes valeurs. J'ai dit, écoutez, bon, je pense qu'il est temps que je passe la main. En plus, mon business marchait à fond. J'avais du mal à me libérer tous les mardis pour enregistrer à Paris bénévolement. Donc Eve est restée parce qu'on avait réussi à la financer. Mais moi, je suis gentiment parti. Je ne suis pas du tout... Et c'est
toi qui as initié Oui. le projet, comment tu le présentes? C'est parce que tu as des rencontres et des connexions établies que 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois se passent et à un moment tu as une idée, tu te dis hop, si on faisait ça comme ça. Et j'ai fait du vélo à Londres avec un groupe de copains de vélo tous les samedis, on faisait nos 80-60 km et un des gars était le patron d'Apple Europe. Un type très bien, Pascal, tu te reconnaîtras. Il a beaucoup travaillé dans d'autres causes après, mais il a quitté Apple. Mais il m'a dit, Christian, ton idée d'aider les entrepreneurs avec un concours de business, à l'époque, je savais même pas que BFM existait. Tu vois, je voulais proposer ça à la BBC, à ITV, au groupe britannique. Il me dit, mais moi, je connais très bien le président du groupe Next TV Radio, qui appartient à BFM, et des tas d'autres groupes de presse comme RMC, ainsi de suite. Je vais t'organiser un rendez-vous. Et donc, j'ai rencontré Alain Vell, qui est un type brillant. Il m'a dit, pourquoi pas, des projets comme ça, il y en a plein. Faut faire un pilote. Si le pilote est bon, on en parle. On vous fait un pilote, le pilote est nul. Et Guillaume Dubois, qui était le DG de la radio, me dit, mais attends, on va refaire un deuxième pilote parce que là, t'as pas eu de chance, quoi. On fait un deuxième pilote, il est bon, ouais. On en fait un troisième, il est très bon. Et donc, ils ont décidé de faire l'émission. Et ça fait 15 ans que ça dure. Alors, je me rappelle plus si elle existe encore aujourd'hui sous ce même nom et tout, mais bon, et on a trouvé BNP Paribas comme partenaire. C'était mon plus gros client. Donc Michel Pébreau, qui était le président du groupe, venait une fois par an remettre la finale en présentiel devant les 2 finalistes start-upers français et finançait une campagne de pub à la radio pendant une année par BNP Paribas. C'était très chouette de leur part. Et est-ce que, du coup, cette connexion avec ce nouvel écosystème, au final, tu fais la majorité de ton activité se passe plutôt dans des grands groupes plutôt que des grosses ETI, plutôt que dans le monde des startups. J'ai cru que par la BFM Academy, j'allais me retrouver le partenaire idéal pour tous les start-upers ou jeunes start-up françaises. Mais après, on passe à un problème économique. Le bénévolat, j'en fais pour BFM. On a beaucoup donné ailleurs aussi. J'en fais donner ailleurs, mais on donnait un sacré coup de main aux start-upers de faire parler d'eux comme ça aussi bien, parce qu'on était bienveillants, tu vois. Moi, j'étais assez cash, Eve était plutôt gentille, Nicolas, il est cash. Mais enfin, on faisait sortir les entrepreneurs du bois. Et on avait une demi-heure avec chacun, donc c'est un format 53 minutes, donc on avait quand même une bonne partie de temps avec les deux. Et après, ils étaient réinvités s'ils étaient en demi-finale et réinvités s'ils étaient en finale. Donc, ils avaient plein d'opportunités en ligne, en présentiel ou sur les réseaux à faire parler d'eux par le biais de BFM. Donc, je pense que je m'étais dit, je vais être favorable à une relation et les gens vont me contacter. Ils m'ont tous contacté, mais ils pensaient que j'étais bénévole, quoi. Et je leur dis, même si je peux faire un effort sur mes tarifs parce que c'est ma boîte, non, je suis pas bénévole. Vous seriez surpris qu'on peut pas être bénévole à vie, quoi. Ou alors j'ai un compte en banque alimenté par des causes secrètes. Mais ils t'ont pas dit, organiser une levée de fonds, voilà. Christian. Donc on m'a proposé d'investir dans leur boîte. Et donc j'ai eu quelques tentatives. 4 fois dans ma vie été proposé d'investir dans des entreprises où il y avait une levée de fonds. Et 3 fois sur 4, j'ai tout perdu. Je dois pas être très très bon là-dedans. Je pense que en fait tu as le bon ratio. Sauf que ceux qui réussissent le font de manière massive. Oui. Xavier Niel fait 1000 deals par an. Mais il a le même ratio que toi et évidemment dans les 25% qui marchent, il y en a 1, 2, 3 qui marchent très très bien et qui amortissent tout le reste. Mais je pense que je me suis rendu compte assez rapidement que d'investir dans les boîtes des autres, c'était pas ma spécialité. C'est un métier. J'ai pas la bonne lecture des indicateurs financiers. Je crois trop à l'affect et peut-être pas assez au rationnel. Et donc, je me fais piéger par mon émotivité. J'aime bien le patron, donc je me dis que c'est un mec bien, donc ça boitera bien. Donc c'est pas bon. Donc je pense que j'ai bien fait d'arrêter. Et ma femme me disait, t'as dû perdre l'équivalent de plusieurs voitures de sport. Comme c'est un référentiel qui parle, parce que je suis un passionné. Et j'en ai jamais eu de neuve, j'ai toujours eu d'occasions, donc tu vois, j'imagine que j'ai vraiment dû perdre de l'argent. Ceci dit, je suis pas non plus tout le temps, je suis pas un loser, hein, j'ai gagné de l'argent et je suis content de l'avoir fait de façon par mon travail, mais pas en investissant comme au poker sur la boîte d'un autre. Okay. Par contre, de consulter, d'accompagner des entrepreneurs, eux, à faire des levées de fonds et à trouver des investisseurs dont c'est le core business et dont c'est le métier, et de les aider eux à être meilleurs pour convaincre dans leur dossier quand ils font un tour des investisseurs, être plus convaincants, plus convaincus, avoir une meilleure façon de délivrer leur message, être plus à l'aise avec un rôle de patron d'une petite équipe pour éviter de se faire remplacer trop tôt, ça je sais faire, mais moyennant un honoraire. Et t'as jamais été dans des boards?
Alors si, bien sûr, Ok. avec 3i en 97, qui est un gros fonds d'investissement anglo-saxon, Investment in Industry, qui existait d'ailleurs en France, il y a un bureau près de à Neuilly-sur-Seine, et j'ai été investi 4 fois dans des missions de non-exec. Donc 3 fois à Londres, 1 fois en France. Ça, c'était intéressant, parce que là, j'avais un ticket de présence, et puis les entreprises m'utilisaient pour ce que je sais faire, c'est-à-dire d'être un peu un empêcheur de penser en rond, en anglais on appelle le devil advocate, mais il faut pas non plus l'être trop, parce que après tu gênes. Tu représentes l'investisseur, tu représentes pas la boîte, tu représentes l'investisseur. Donc le tour de table se fait avec des mezzanines ou pas, avec des investisseurs qui te mettent, et eux ils ont mis par exemple 30% d'equity dans l'entreprise, et tu dois être leur garant que ces 30%-là sont bien investis. Donc tu dois redonner pas mal de feedback à l'investisseur, c'est pas facile, hein, il faut le dire la vérité. Si tu lui dis que ce qu'il veut entendre, tu fais pas ton job. Mais si tu dis la vérité, tu as l'entreprise qui te voit 1 fois par mois dans les boards, te dire attends Christian, vous êtes dur là ce que vous avez raconté à tel fonds d'investissement, c'est dur, mais je dis les gars, vous avez pas de vente là. Vous racontez une histoire, il y a aucun vente, le pipeline est vide. Mais votre directeur commercial, il est juste pas bon. Ah non, mais attends, on peut pas dire ça, il vient d'arriver. Non, ça fait 8 mois qu'il est là. OK ? Donc ça fait 8 mois qu'il est nouveau, mais en 8 mois, il y a des bons vendeurs, ils ont déjà vendu. Donc votre gars, il était peut-être pas bon vendeur, mais il est pas bon manager. Et donc il y a pas d'équipe commerciale, vous perdez vos candidats tout le temps, il reste pas plus de 3 mois. Quand tu dis des choses véritables comme ça, avec une parole vraie, un peu comme les premiers accords de Toltec, tu dis du mal de personne, mais tu dis la vérité, quoi. Il faut pas raconter d'histoire pour faire plaisir, pour pas faire de peine. Mon rôle n'était pas pour pas faire de peine. Donc tu te mets parfois en tension avec l'équipe managériale. Donc si tu veux rester un non-exec longtemps, il faut savoir dire ce qu'ils veulent entendre. Mais alors, à qui tu sers la soupe à qui, quoi? Au board qui t'utilise ou à l'investisseur qui te paye? C'est un cas de conscience. Donc ça, j'en ai vécu 4, voire 5. Dans les 4 premiers cas, l'entreprise s'est développée, a été vendue, et donc, moi, j'ai fait mon job, quoi. Ma mission s'est terminée. Et 1 sur 5, elle a disparu, la boîte. Donc oui, j'ai fait ça. Et j'aime bien, je suis au bord de pas mal de mouvements aujourd'hui, au bord d'une communauté de l'église anglicane, où ils ont créé une équipe de gouverneurs, une école, un groupe d'écoles. Tu vois, je donne de mon temps pour des causes qui me plaisent, pour encourager ma communauté locale. Parce que moi, j'ai des engagements locaux aussi. Je monte un truc avec le borough. Donc, le borough, c'est l'arrondissement dans lequel je vis pour le quartier. Donc, j'ai rencontré les parlementaires qui sont en charge de ce borough. J'ai rencontré les local authorities, qu'on appelle donc les civil servants en anglais, qui sont pas des gens élus par les peuples, mais qui sont des salariés du public, qui font tourner les arrondissements. J'ai vendu mon truc, on est en train de faire un gros programme. J'ai été contacté hier par un MP, donc un parlementaire, un député du village d'à côté à Londres, donc de l'arrondissement d'à côté, qui m'a dit je veux vous rencontrer, ça m'intéresse. Donc j'ai l'impression que quand je fais un truc qui est pas mal, là, qui va aider à reconnecter les entreprises qui ont un mal fou à trouver des apprentis et qui savent pas où les trouver, avec des jeunes qui sont non qualifiés, ils n'auront jamais les moyens de faire des universités brillantes, qui ont juste 17 ans, qui sont employables et qui veulent qu'un truc, c'est trouver un apprentissage. Et donc je reconnecte le monde des entreprises qui cherchent et le monde des jeunes professionnels qui cherchent au niveau du mile, donc 1,6 km. Ce nouveau concept qui me paraît bien, c'est qu'on trouvera demain un job à moins de 10 minutes à pied de chez soi, quoi. Les gars qui traversent tout Paris pour aller bosser, ça peut pas durer. Les mecs, ils arrivent épuisés au bureau, en retard, avec les grèves de RER non-stop en France, parce que c'est extraordinaire le nombre de gens qui empêchent les autres de bosser. On peut pas le dire, mais c'est même la vérité. Il y a des grèves aussi en Angleterre, hein. Il y a des causes qui justifient des grèves, mais on peut pas faire ça tous les 6 mois. La même, à chaque fois qu'il y a un long week-end, ils sont en grève, il y a des vacances, ils sont en grève, faut arrêter, quoi. Moi, je suis un peu indigné de tout ça. Donc j'aide ces jeunes qui ont vraiment rien devant eux. Leur past glory est vachement encombré quand même. Il n'y a pas grand chose qui va les aider. Ils connaissent personne. Ils trouveront jamais un stage. Donc c'est un programme sur 7 semaines qui tient dans un trimestre scolaire. On leur apprend l'entreprise. Il y a 2 premières séances. C'est 1h30 à 2h par séance sur la base du volontariat. S'ils sont pas contents, ils viennent pas. Mais s'ils viennent, ils foutent pas le bazar. Je leur mets les règles très claires. Ils me disent, parce que c'est des gars qui sont exposés à d'autres mondes que le mien, et je peux dire que ils ont des chefs, des gangs et tout, et je leur dis, écoutez, moi je suis pas votre chef de gang, je suis pas votre père, je suis pas le commissaire de police, je suis pas le master dealer, mais si vous bossez avec moi, je vous donne de mon temps, je vais vous apprendre des trucs qui vont peut-être changer votre vie, mais alors je veux pas de bordel. Vous êtes sympa, vous venez à l'heure, vous venez faire le boulot qu'on a dit qu'on ferait, et on commence à 14h, on termine à 16h, je vous prends à 14h, je vous livre à 16h. Mais les 2 heures qu'on va passer toutes les semaines pendant cette semaine vont peut-être changer votre vie. Alors on a un deal ensemble. Un deal. C'est-à-dire, tu viens, tu fous pas le bazar, tu contribues, et moi, je suis là à chaque fois, j'oublierai jamais. Tu sais quoi? Jamais.
J'ai eu de bazar. Ça fait 7 ans que c'est. Il y en a combien? Il y en a à peu près 20 à 40 par an. Okay. C'est des cohortes de 8. Parfois, on a 2 cohortes ensemble. Donc, on est 2 ou 3 adultes. Et on se répartit dans les salles. Et donc, on suit. Première et deuxième séance, c'est le business. C'est quoi les fondamentaux d'une entreprise? Troisième séance, c'est la communication. C'est quoi les mécanismes de la communication? Quatrième séance, c'est quoi une entreprise? C'est quoi une relation commerciale? C'est-à-dire, ça sert à quoi de vendre? Donc, on leur fait faire des jeux de rôle. Cinquième séance, c'est passer un entretien. Sixième séance, c'est gestion du conflit. Septième séance, c'est visite d'une entreprise réelle. Ok. Et on essaye de prendre toujours des exemples d'entreprises locales comme un café, un magasin de vélo qui visualisent pas un corporate à la Défense où ils savent même pas ce que c'est que l'assurance, la réassurance. Donc on vient à des trucs très basiques qui peuvent s'imaginer et on fait une visite d'entreprise en dehors de leur établissement. En entreprises qui ont été créées par des anciens délinquants. J'en ai une demi-douzaine qui sont toujours très complices et qui me disent « Christian, emmène-moi tes jeunes, j'adore les voir ». Donc ça se passe bien. Et puis tous les mois de juillet, on fait une compétition de pitch. Ça s'appelle le bootcamp. Et donc c'est une petite église locale qui est très complice. Father Ross, qui se reconnaîtra s'il écoute ce podcast, qui est un jeune prêtre de 40 ans anglican qui veut faire quelque chose pour la société et qui me dit « Christian, il faut qu'on fasse plus pour ces jeunes. Il faut vraiment les aider à sortir de cette situation de drogue et autres. » C'est des gamins qui sont absolument prêts à le faire parce qu'ils ont moins de 18 ans. À 18 ans, c'est trop tard. Il faut les prendre à 14, 15, 16 ans. Là, tu peux encore arriver à travailler sur le matériel. Après, leur vie financièrement est tellement lucrative que il n'y a aucune raison qu'ils arrêtent. Quand ils voient leurs parents, quand ils ont les familles d'accueil galérer à avoir des jobs dits normaux, qu'est-ce que tu veux qu'ils aillent s'emmerder à rentrer dans une banque, dans une boîte de bagnole, à faire des horaires de dingue. Eux, ils ont une vie, honnêtement, je sais pas que je ferais dans leur cas. Oui, évidemment. Et sur les 200, du coup, accompagnés en gros depuis 7 ans, combien ont trouvé ou en combien de temps Alors, moi, je peux pas non plus m'engager à leur trouver du non. C'est quand même un travail. Mais là, c'est juste le résultat. Le résultat, c'est que tous ces gamins-là ont pu terminer leur année et l'éducation secondaire que leur propose le gouvernement britannique. Là-dedans, il y en a eu pas mal qui ont découvert qu'ils avaient envie de bosser. Il y en a plein qui ont fait des stages, ce qu'on appelle des work experience. Donc, c'est 1 semaine ou 2 au mois de juillet. Là, on est en train de créer avec Amazon, qui va nous sponsoriser ce programme que je suis en train de développer, qui s'appelle Live, L-I-V-E, qui est la même version, mais plus large, pas simplement aux écoles, mais à tous les jeunes de 18 à 24 ans qui sont sortis du système et qui savent pas comment se connecter au monde de l'entreprise. Donc, on va créer des bootcamps, on va créer des concours d'entrepreneurs, on va créer des concours d'éloquence pour apprendre à ces gamins à parler avec les mots et pas avec leurs poings. Mon père me disait toujours, baisse le ton de ta voix, mais améliore tes arguments. Voilà. Donc, c'est des gamins qui nous ont envie de faire tout ça. Ils sont vraiment malins. Là, on est un jeune Syrien qui est tout petit, mais il n'a pas encore fait sa croissance, mais vraiment, vraiment sharp. Il a un anglais meilleur que le mien, alors que ça fait 2 ans qu'il est à Londres. Il est dans une famille d'accueil qui lui a, malheureusement, il pouvait pas rester sur Londres pour des raisons de coût. Sa mère officielle en Syrie lui a demandé de changer de famille d'accueil. Ils sont à 40 kilomètres. Il pouvait plus aller à l'école. Il a changé d'école. Au bout de 3 semaines, il a dit, je ne peux pas rester dans cette école, je veux revenir dans l'école. Et donc, on s'est organisé avec la directrice pour lui payer sa carte de transport. Donc, il se lève le matin à 5 heures. Il prend le premier train pour la gare. Après, il prend le métro. Enfin, il arrive à 7h30 à l'école. Il est là tous les jours. Et ce gamin, il sera un mec brillant dans la vie. Je sais pas ce qu'il fera, mais qu'est-ce que soit son choix, il le fera bien. C'est du jus de cerveau. En face de moi, sur tous les sujets, il est gentil comme tout. Alors, il interrompt tout le temps parce qu'il a pas les codes. Je lui ai dit, tu sais, t'as pas besoin de prendre la parole le premier. Laisse les autres se chauffer un peu avec le sujet. Parfois, tu seras surpris d'apprendre des trucs en les écoutant qui sont peut-être un moyen de raffiner ta propre aval. Mais me donne pas toujours la première réponse à toutes les questions. Oui, mais j'adore. Oui, ben, tu vas adorer en silence. Tu vas jouir de tes idées et tu vas peut-être les amender en fonction de ce que t'entends. Et je faisais un point avec tous ces gamins-là et avec la directrice qui est une fille vraiment chouette. Sally, elle me dit, mais ce type-là, Christian, vous l'avez mais accéléré à ce point, et j'en ai plein. Chaque année, il y en a un, par exemple, à la pause du bootcamp, dans la grande église qu'on nous prête le Father Rob, parce qu'il nous faut des locaux. Quand t'as 50 gamins, il faut des locaux, des tables, des chaises. Et le prêtre m'a dit, ben moi, en semaine, l'église elle est vide, tu la prends. Donc j'ai que des gamins de confession musulmane, essentielle, dans une église avec un Christ en croix de 4 mètres sur 5. Je leur dis, vous rentrez dans un lieu de croyance. C'est peut-être pas votre faith, peut-être pas votre foi, mais c'est un lieu de respect.
le prêtre qui est là avec son col romain, avec des baskets mais col romain, il vous accueille, il vous offre un jus d'orange, un café et des croissants. Vous respectez le lieu, on va pas foutre le bazar, ça va pas vous empêcher d'être vous-même. Et à midi, on fera livrer ce qui va bien pour vous nourrir dans l'église. Donc il y a des boîtes de pizza, il y a des trucs. Et il y a un gamin à la pause café qui jouait au piano sur un piano à queue. Il avait ouvert le piano avec une autorisation et il jouait. Moi, je joue un peu de piano, j'aime bien le piano, mais j'improvise plus que je ne le joue. Et je vois ce gamin, il a 15 ans. Je lui dis, mais t'as appris ça où? Ben, à la cantine, il y a un piano dans la pièce derrière, je joue tous les jours. Mais t'as appris? Non, je lis pas la musique, mais comment tu joues aussi bien? Donc, avec une grande banque qui a une fondation, on a fait en sorte qu'il soit financé pour aller faire le conservatoire de musique. Il a fait 1 an au conservatoire de musique pour apprendre le piano professionnellement. Et puis malheureusement, pour des raisons confessionnelles, on peut pas gagner de l'argent avec la musique dans sa confession. Et donc après 1 an, comme il allait devenir musicien, c'était la voie qu'il aurait suivie, sa maman a demandé qu'il retourne à l'école. Donc, qu'est-ce que tu veux, tu dois respecter les croyances des gens. Moi, je trouve que c'est un peu du gâchis, mais bon, le gamin viendra peut-être à 18 ans à la conclusion qu'il faut qu'il reparte. Mais c'est intéressant de voir comment parfois la confession des gens peut avoir un impact sur l'avenir de leurs enfants. Donc, moi, j'ai pas pu rencontrer la maman. J'ai souhaité le faire, mais j'ai pas pu. Elle parlait pas l'anglais, c'était très difficile. Mais ce gamin, il était juste super doué en musique. Tu vois, et il y en a plein qu'on a vu. Il y a un jeune de Somalie qui était, mais pareil, qui avait galéré toute sa jeunesse, c'était horrible. Il est arrivé à Londres, c'était le chef de gang, ça se voyait quoi. Et toutes les conneries il les faisait. On l'a pris un peu avec Father Ross, avec 2 autres bénévoles, une femme, une anglaise vraiment très chouette, et puis moi, et on l'a mis en confiance pendant les 7 semaines, et puis après le bootcamp. À la fin, le gamin, il avait laissé tomber son arrogance, son agressivité, il était devenu beaucoup plus raisonné, et je l'ai revu l'année d'après, il est head of class, donc il se rappelle prefect, il a le petit badge sur sa veste, parce que c'est des gamins en uniforme. Système britannique, on a encore des uniformes, c'est pas idiot l'uniforme. Ça cache beaucoup les différences de fric entre ceux qui ont plein de thunes et ceux qui en ont pas, parce que ils ont le même pantalon, la même chemise blanche, avec la même cravate, avec le même insigne sur le blazer bleu. Alors après, quand ils changent, ils sont peut-être, il y en a qui sont en tenue 2 et l'autre en tenue 2, mais pendant la journée ensemble. Il faut parfois regarder ce qui se passe dans les autres pays. J'aimerais bien que notre ministre de l'Éducation voyage un peu, d'écrire des bouquins. Donc voilà, ça c'est un engagement que j'ai qui me compte beaucoup, et tu vois, je me demande si un jour je ferai pas de la politique sur le côté social. Parce que je suis très libéral au niveau économique, mais je suis très left-wing au niveau social. Donc je trouve aucun parti. Le give back, toute cette valeur, ces connexions, ces personnes qui t'entourent parce que tu as pu les rencontrer, parce que tu as pu les mettre autour d'une table, c'est une énorme richesse. C'est certainement mon capital. J'ai pas 500 000 amis, je suis même pas sur Facebook, tu vois, alors que je suis très sur LinkedIn. J'aime beaucoup LinkedIn, et c'est grâce à Elodie, que tu connais, qui m'a un peu reboosté là-dessus, et j'essaie de faire des posts. Je commence à avoir plusieurs milliers d'impressions, donc c'est pas beaucoup, mais c'est mieux que celui qui en fait 50, quoi. Ce qui était mon cas avant. J'écrivais peu, et quand j'écrivais, personne me lisait. Maintenant, j'écris plus fréquemment, et j'ai un meilleur taux de lecture. Alors, est-ce que les gens lisent, ou ils font juste semblant? On sait très bien que... Mais bon, quand on lit ce que j'écris... En tout cas, aujourd'hui, on va t'écouter. Voilà, et je pense que la voix... C'est pour ça que le format du podcast que tu m'as permis de découvrir sur Smart Conversation par ailleurs, que nous avons grâce à Elodie aussi. Oui, on a monté ça avec Elodie, que j'ai rencontré par le biais de son mari, avec lequel j'ai monté mes films d'aventure. Donc tu vois, les connexions sont souvent, quand tu as envie de rencontrer les gens, tu les trouves. Et Raphaël, que tu écouteras sans doute ce podcast, tu te reconnaîtras, mais c'est vrai qu'Elodie, elle est super chouette. On a fait ce Smart Conversation qui semble... Elle m'a dit qu'on a 1000 écoutes maintenant. C'est un chiffre, quoi. On a 10 épisodes écoutés, où on en est au 12e, et on en a 15 de produits grâce à toi, Gaël, que tu es notre magicien, comme je le dis souvent. Mais c'est vrai que c'est sympa. Bon, alors, ça prend du temps, mais j'adore raconter. Donc là, tu m'as donné envie de faire autre chose. Donc je parlerai à l'occasion si tu m'interviews dessus. Mais ça sera peut-être l'occasion d'une autre émission. Mais on n'a pas fini sur les podcasts. On va se retrouver. Ce qu'on veut, c'est que les gens nous écoutent et nous aiment et nous donnent envie de continuer, parce que ça prend beaucoup d'énergie de faire ça. Oui, et justement, moi, donc je t'ai découvert grâce à Elodie, en premier sur son épisode où elle te tend son micro. Ok, voilà, il se passe quelque chose, déjà très très fluide. Donc après j'ai compris avec la BFM Academy, et puis avec Smart Conversation, je me dis
paquet d'images, un paquet de métaphores qui sont vraies, qui sont concrètes. Et du coup, ben évidemment, toutes ces aventures, ces expéditions que tu as faites, réalisées, montées, vécues, et tous ces parallèles avec le business et toute ton expérience. Alors, j'ai pas envie d'aller explorer toutes ces aventures parce que justement, c'est le cadre et la ligne éditoriale de ton podcast solo, Aventure Business, qui va bientôt sortir. Que tu vas me monter, que tu me montes d'ailleurs. Exactement. T'as combien d'heures de rush là encore à travailler sur Aventure Business 3. Ouais. Et donc, j'ai déjà tout écouté, évidemment. C'est un sacré teasing, mais c'est très riche et ta manière de le présenter, de la raconter au jour le jour, sous la tente, c'est vraiment... C'était une valeur et une matière brute incroyable. J'espère que tu as pu couvrir le son du vent et autres, parce que parfois, je m'entendais même pas me parler. Tellement il y a du vent parfois, bizarre, le hurlement des chiens. J'espère que tu as pu couvrir ça. Ça, c'est ton métier. On a fait tout ce qu'on a pu, et je pense que c'est qualitatif. Et déjà, l'oreille va faire l'effort supplémentaire pour mieux t'écouter, parce que tu racontes super bien tout ce qui t'arrive. Donc je vais pas aller explorer l'ensemble, ça tu vas le faire sur ton podcast, mais la première, pourquoi tu te dis, avec tout mon quotidien, ma famille, mes engagements, mes clients, mes missions, pourquoi tu montes une première aventure et quelle est-elle ? La première aventure, je l'ai montée avec... alors, j'ai fait de la moto toute ma jeunesse, j'ai fait de la montagne, j'ai fait du ski de randonnée, même avant d'être marié, j'avais pas mal d'activités. Mais c'était des loisirs, c'était pas des aventures comme je les monte aujourd'hui. Je suis pas non plus Mike Horn. Y a des gars qui font des vraies aventures, qui partent avec des énormes budgets, des énormes logistiques, ils ont 2 ans de préparation. Moi, je suis un peu un intermédiaire. Mais je suis le seul qui fait une connexion avec le monde du business. J'aimerais bien avoir la capacité physique de Mike Horn, qui monte la Napurna sans gants, quasiment pieds nus dans ses chaussures. Bon, mais il a perdu tous ses orteils. Il a vécu des trucs que j'ai presque vécu, mais pas vécu aussi gravement que lui. Mais bon, j'admire tous ses vidéos, sa façon de le raconter, mais c'est pas quelqu'un qui a vécu l'entreprise que moi je l'ai vécu. Et par contre, il y a des types qui parlent très bien de l'entreprise, mais ils ont jamais passé de nuit en refuge en montagne. Donc, j'ai fait un espèce de mix de tout ça. Pourquoi la première ? C'était, je suis parti au Groenland avec ma femme, passer 1 mois au Groenland, à rencontrer la culture inuit. Alors, on n'est pas parti en hiver, on est parti au mois d'août. Et c'est très intéressant parce que l'amplitude thermique, ça va de 0 à plus 20 dans moins de 2 heures. Il y a d'énormes quantités de glaçons qui sont vélés, comme on dit, par les fjords en mer. Et j'ai vu donc l'évolution du climat déjà il y a 10 ans, 15 ans. J'ai vécu chez les villageois, dans des petits villages inuits, j'ai vu ce que c'était que les tribus. Enfin, j'ai fait tout un parallèle. Quand j'y repense aujourd'hui, le premier raid que j'ai fait avec Virginie au Groenland, certainement a été un melting pot de plein d'éléments que j'ai redéveloppés après. Donc l'aventure, la solitude, la préparation, l'endurance, parce qu'on faisait des très très longues marches. Il n'y a pas de circuit, il n'y a pas de guide, il n'y a rien, on était livrés à nous-mêmes. On s'est déposé dans un fjord en Zodiac par les villageois, et ils venaient nous rechercher le soir, et dans la journée, on était livrés à nous-mêmes. Mais comment, du coup, tu en parles à Virginie, tu lui dis, bon, pour les prochaines vacances, j'ai une petite idée, on prend des billets, et puis après on monte un programme. On monte un programme, on est plus ou moins à 2-3 points de rendez-vous pendant le mois d'août sur place. On a un avion de départ, un avion d'arrivée, et on a loué un bateau côtier qui sert à un peu de livraison de tous les produits. Il n'y a pas de route au Groenland, il y a 57 000 salariés sur un pays qui est grand comme 5 fois la France. T'as une infrastructure routière nulle, il y a que à Nuuk, la capitale, où il y a 2-3 feux rouges et des routes, mais ça n'empêche pas les mecs d'avoir des gros 4x4, mais ils vont de leur village au petit port, chercher dans leur bateau le poisson et les produits, et puis ils remontent de port, ils montent chez eux. Enfin, leur voiture, elle doit faire, 100 km par an, quoi. Tu vois, parce que, bon. Mais ceux qui ont réussi, ils ont des télé-écrans plats, ils ont des 4x4 américains, ils ont des maisons en bois posées comme les Finlandais, comme les Norvégiens, comme les Scandinaves, et ils écoutent des programmes en chinois sous-titrés en danois. Or, l'Inuit traditionnel, il parle ni le chinois, ni le danois, mais ça les occupe, et donc toute la journée, la télé est à fond. Ceux qui ont réussi, le chauffage est à fond, même au mois d'août, fenêtre ouverte. Parce qu'ils n'ont pas compris encore la notion d'économie de l'énergie.
Mais j'ai découvert des tas de choses, et les gens qui parlent de climatologie et des réchauffements climatiques ont souvent des très belles images, mais allez passer quelques semaines au Groenland et vous allez voir que pour ces gens-là, le réchauffement climatique, c'est une aubaine. Ils ont enfin trouvé la vie. Ils sont pas cloîtrés par moins 40, 6 mois de l'année, avec 1,50 m de glace sur leur bateau qui peut pas sortir parce que le fjord, il a 2 mètres de glace, parce que tout. Là, aujourd'hui, la circulation des bateaux tourne quasiment 11 mois autour de l'île. Le poisson revient, l'activité touristique revient. Ils ont enfin une vie normale. C'est facile d'être un écolo responsable quand on vit dans le 16e avec un salaire à 5 chiffres. Ces gens-là, ils ont une très petite activité. Ils ont pas le droit au chômage. Il n'y a pas de chômage là-bas. Tous les gens ont au moins 3 jobs. Mais quand il y avait 1,50 m de glace, je prends l'image, leur vie s'arrêtait. Alors là, la vie continue. Ils ont enfin une vie sociale. Ils peuvent avoir des enfants. Ils peuvent imaginer que leurs enfants peuvent aller à l'école. C'est impressionnant comme l'évolution du climat pour eux est une opportunité, alors qu'elle est vue par nos climatologues comme une anxiété dans beaucoup de pays. Donc c'est très intéressant, ça permet de mettre en perspective. Et moi j'aime cette position du pendule qui s'arrête jamais aux extrêmes. Quand tu laisses bouger un pendule, in fine, il s'arrêtera au milieu, quelle que soit la longueur de la corde du pendule. Et donc c'est une première expédition. Une deuxième expédition, on est parti en ski de randonnée au Québec, passé quasiment 3 semaines. L'année d'après ? L'année d'après, ou 2 ans d'après. Les dates, si tu veux, je pourrais te les redonner, mais j'ai une très mauvaise mémoire des dates. Je peux te raconter ce qui s'est passé à la minute près, mais on me dit, mais c'est en quelle année ? Et là, tout d'un coup, faut pas me poser cette question, je perds tout mon argent. On est parti au Québec. Là, on a emmené les enfants faire une expérience au milieu d'un lac gelé sur un chalet en bois, chauffé au bois, et on mettait nos pièges à lièvre qui nous permettaient de vivre une expérience de trappeur. Et là, on a fait du traîneau, et j'ai dit, mais ce truc-là, j'adore. Et c'était, une quinzaine d'années. Et depuis, chaque hiver, j'essaye, quasiment chaque année, de partir faire une expédition de traîneau. Donc j'ai arpenté le Canada, Colombie-Britannique, le Québec, dans plusieurs endroits. Je me suis pris d'affection pour un des mushers extraordinaires, André Haller, qui est un gars des Vosges qui s'est installé au Québec il y a 25 ans, qui parle plus québécois que les locaux, alors qu'il est vosgeois. Un type extraordinaire qui m'a fait découvrir le bois. Le bois, c'est le nom de la nature là-bas. On est parti, même tous les deux, je suis parti une semaine seul avec lui pour qu'il m'apprenne à musher, qui m'apprennent à travailler le bois, qui m'apprennent à travailler les chiens, à travailler la glace, à travailler tous les trucs que je voulais apprendre. Et puis je faisais pas encore des récits, je prenais des photos, je faisais des petites vidéos avec mes smartphones de l'époque. Tu écris un peu? Alors un journal? J'ai mon journal. Ouais, j'aime beaucoup, je prends toujours des notes. Au Groenland, j'ai mon journal. Au Québec, j'ai mon journal. Quand je fais des raids en moto, j'ai mon journal. Quand j'ai accompagné mon fils sur le tour du monde en moto, une partie de ce tour du monde, j'ai mon journal. J'adore. J'écris le soir. Maintenant, j'enregistre sur une borne, mais avec un micro. Mais c'est vrai que d'écrire, ça prend du temps. L'enregistrement va plus vite. Il n'y a pas de brouillon. Après, tu fais le montage. Alors que quand tu écris avec un crayon, il fait moins 35, le papier est humide, le crayon marche pas. Quand tu te relis, tu dis, mais j'arrive même pas à me relire. Bon, c'est toujours un peu difficile. Et puis après, je suis parti chaque année, au moins une fois l'été, aussi faire une expé. Donc, on est parti avec 2 copains faire le Mont Kenya, montagne qui est pas très connue. On parle du Kilimandjaro en Afrique, mais le deuxième sommet d'Afrique, c'est le Mont Kenya. Du haut du Kenya, tu vois le Kili, par beau temps. Mais le Kili est en Tanzanie, comme vous le savez, et le Mont Kenya est en Kenya, comme porte son nom. Et donc là, on est parti pendant une longue semaine avec porteur, guide et cuisinier, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et une très très belle course qui est pas très technique, mais qui est très alpine. Mais il y a plus de glace. On a malheureusement, même à 5000 mètres, il y a quasiment plus de névé. Le sommet qu'on a fait, c'est le sommet qu'on peut faire sans artif. Donc on est monté par une voie alpine, mais qui se termine par 200 mètres de voie ferrata. Donc c'est équipé parce que les derniers bouts sont un peu durs. Bon, je pense que la voie ferrata est un confort, mais quand on est à 5200 mètres, on est content de la trouver. Surtout qu'après, il y a à peu près 2500 mètres de dénivelé de descente que tu dois faire dans l'après-midi, enfin, dans le reste de la journée, qui est pas du tout équipé, qui est pas du tout guidé. Donc là, c'est vraiment... moi, j'ai chuté plein de fois, je me suis bien baisé les genoux. Mais bon, j'ai adoré ça. Le premier jour, on est parti avec on a failli être écrasé par un camion forestier. Donc... Ça... Tu veux pas en entendre parler? Non, ça justement, ça sera dans tes aventures, dans tes podcasts. Si on pouvait quand même apporter de la valeur aux auditeurs, comment préparer, comment se mettre en place ne serait-ce qu'une micro-aventure pour dans 3 mois en France
Comment tu ferais J'en ai une là, j'en ai une. Vas-y. J'ai mon pote Eric, grand ami, qui est passionné, on a fait pas mal de ski de randonnée ensemble. Il est bon en tous les sports. Alors c'est l'opposé de moi, on était en classe ensemble jusqu'en terminale. Tous les sports où j'étais moyen, il était excellent. Et tout. Donc ça donne une idée, tu vois. On a à peu près la même taille, on s'est mariés à peu près à la même époque et on est restés très potes depuis et on s'apprécie tous ensemble. Il habite le long de la Loire et mon rêve c'est de faire une descente de la Loire en canoë indien et camper sur le bord de la Loire et faire pêcher et faire griller ma petite carpe ou ma petite cendre sur le bord de feu et ouvrir une bonne bouteille et se baigner dans la Loire et tailler mon bois et laisser nickel la place quand je m'en vais. Génial. Là on va pas à l'autre bout du monde, empreinte carbone nulle. Pas besoin. On a juste besoin de prendre le train jusqu'à Tours et puis de descendre jusqu'à, je sais pas moi, Gien ou Orléans et tout. Et donc, on devait préparer ça pour le mois de juillet. Bon, ça va pas se faire, mais on va l'organiser. Et ça, c'est une petite expérience. Donc, il faut choisir les dates. Il faut savoir si la disponibilité des deux compères, on sera peut-être 2 ou 4, ça dépend si nos femmes nous accompagnent. Dans ce cas, il faut 2 bateaux. Ça se loue. Après, il faut véhiculer le bateau au point de départ et savoir être récupéré au point d'arrivée, parce que c'est pas une boucle. Quand on descend une rivière, c'est pas une boucle. Il faut savoir planifier la logistique, en moyenne quelle durée on va passer sur l'eau et quel kilométrage on fait. Ça dépend du vent, du courant et de l'état de l'eau. Sur la Loire, il peut y avoir des variations d'eau, mais globalement, on va dans le sens de la mer. Donc, on fait entre 20 et 30 bornes par jour. Si on pagaie bien, on peut en faire plus. Si on pagaie moins, on peut en faire moins. Globalement, donc, on fait nos étapes. Après, pour camper, on réfléchit quel est le matos minimum dont on a besoin pour se faire plaisir. Mais pas trop de chargé, sinon le bateau, si tu veux, on prend flotte, quoi. Donc il faut des caissons étanches. Donc où est-ce que je trouve des caissons étanches? Je veux pas acheter. Moi, je suis plutôt en droit de la récup. Qu'est-ce qui peut m'en prêter? Et je fais comme ça. Tout le matos que j'ai, ça recycle. Je passe des vestes de grand froid à mes potes pour pas qu'ils les achètent. Enfin, je suis très raisonnable. Je veux surtout qu'on ne produise rien qui soit capable d'être produit si je peux donner, réutiliser, prêter, réparer et tout. Mes chaussures de grand froid, je les ai fait réparer je sais pas combien de fois, quoi. Elles sont recouvertes de caoutchouc qu'on j'ai fait remettre dessus pour. Donc là, on trouve le matériel. Le bivouac, on va le faire comment? Est-ce que c'est plutôt tente ou plutôt hamac? Si c'est tente, c'est donc duvet. Si c'est duvet, c'est ta pneumatique. Enfin, tout petit truc pour que ça soit. On a plus 20 ans, hein. Même si les gens me disent comment tu fais encore de la moto et camper. Moi, j'adore ça. Et puis après la bouffe, qu'est-ce qu'on fait? On fait du lyophilisé, où on essaie de trouver peut-être des petits marchés le long des villages. Des épiceries. Des épiceries, mais pour ça, donc il faut qu'on soit capable de laisser le bateau remonter faire les courses. Donc il faut juste qu'on ait une paire de chaussures normales pour marcher. Mais ça c'est rien, un petit sac à dos pour redescendre l'épicerie qu'on a acheté. Puis après, on fait quoi? Est-ce qu'on fait que pagayer ou est-ce qu'on essaie de faire autre chose? Est-ce qu'il y a, je sais pas, des trucs à visiter, une magnifique abbaye sur le chemin, je sais pas moi, un endroit magnifique. Petite dégustation. Une dégustation de vin blanc le long de la Loire. Voilà, on a envie de vivre, tu sais. Moi, je suis un épicurien. Donc moi, mes expéditions, je fais pas pour me faire mal. J'ai mal parfois, j'ai des brûlures, j'ai des gelures, j'ai des blessures. J'étais mordu par un chien gravement sur le plateau du Vercors avec une hémorragie du nez. Enfin, c'est un truc compliqué. Bon, ça c'est pas du plaisir là, hein, je peux le dire. C'est quand j'ai dû gérer l'urgence. Mais si je peux éviter les urgences, moi je suis plutôt un jouisseur de la vie. J'essaie. Hein, peut-être les gens me disent mais tu vois les choses négatives trop souvent. Oui, on a tous des défauts, mais en réalité j'aime jouir de la vie. J'aime avec des gens sympas, j'aime faire des choses sympas, j'aime rencontrer des belles personnalités, j'aime voir des beaux paysages, j'aime faire des belles routes en moto. Et donc là, je vais préparer mon voyage. Et puis, est-ce qu'on veut faire un petit montage vidéo? Est-ce qu'on prend une caméra, une GoPro? Est-ce que de ça, il y a un récit? Dans ce cas-là, il faut que j'écrive mon récit. Enfin, tu vois, des petites questions de préparation, mais c'est pas dur. Mais rien que ça, déjà, de trouver les dates, c'est challenging. Parce qu'on croit qu'on est dispo, mais on a beaucoup de choses dans nos vies. Bon. L'année dernière, le dernier moment, je suis parti faire la route des puits en moto avec ma tante. J'avais une semaine sans rien, j'avais pas d'obligation familiale de grands-parents, j'étais tout seul. Ma femme m'a dit pourquoi tu pars pas? J'avais la moto, je suis parti de Bretagne et j'ai fait 2500 km. Je suis passé par différents endroits dans ma vie qui avaient été importants. Le village où j'ai passé toutes mes vacances petit, où j'ai découvert la France, la diagonale du vide, hein, elle est large. Tous les corps de l'Auvergne. Après j'ai fait l'Auvergne. Là j'ai été dans un endroit qui est la spécialité des campeurs motards où le vendredi soir il y a côte de bœuf à volonté. Là je me suis organisé pour passer là le vendredi soir. Et c'est vraiment la viande, la salers, côte de bœuf salers. Alors il y en a qui sont peut-être pas viandards, mais moi je suis un animal normal, je mange de tout.
avec raisin, et je mange de tout. Et une côte de bœuf, j'en avais pas mangé depuis longtemps. Je veux dire, c'est sympa avec des motards qui te racontent leur vie. Certains, c'est des Hells Angels avec des tatouages sur les épaules, accompagnés de femmes qui ont 20 ans de moins qu'eux. D'autres, c'est des couples qui roulent ensemble depuis la nuit de leur couple, leur mariage, sur des motos bricolées. D'autres, c'est des jeunes sur des motos ninja qui veulent rouler à 300. Bah, c'est l'avantage de ces lieux de rencontre des motards, c'est que tu as la diversité de la population. Et j'adore, je suis un peu un ethnologue de la moto. Donc je découvre, et puis parfois ils disaient, vous faites quoi dans la vie? Et tu racontes tes histoires, tes aventures. Donc voilà, là je préparais ça. En 15 jours, j'ai fait une semaine pour préparer, puis après une semaine de tour. T'as peu de logistique, tu dois réserver un ou deux campings si tu veux, sinon moi j'ai bivouaqué, j'ai dormi dans des petits campings de village où il y avait même pas d'eau chaude, je m'en fous quoi. Alors là, c'est l'aventure. Ah ouais, c'est l'aventure. Je me fais mon petit barbecue, j'ai un barbecue pliable, je récupère du bois à droite à gauche, je vais m'acheter une pièce de bœuf ou des saucisses au petit local Monop, quoi, et puis aux petites supérettes. Et puis qu'est-ce que tu veux? Le bonheur. Je me trouve une petite bouteille de vin blanc, une demi-bouteille que je garde au frais dans la rivière. Je me lave dans la rivière, je me fais un bon cigare le soir, je me couche à 10 heures comme un bienheureux. Qu'est-ce que tu veux? Mais j'ai besoin de rien. Budget journalier, 15 €, tu vois. 5 € pour le camping dans le village, et puis 10 € pour la bouffe que j'ai achetée pour le dîner. Et le midi, je pique-nique des restes du midi, de la veille, quoi. Parfait. Qu'est-ce que tu veux? Et une bonne baguette, le petit déjeuner avec un café que je fais sur le but à gaz. Tu sais, le petit café italien, là, qui commence à sortir, puis quand il est prêt. Et les gens me disent, mais tu fais pas des hôtels 5 étoiles avec des saunas, des spas, Si, je sais faire, je me tiens bien dans les moments où je porte le peignoir blanc très bien, mais non, si je dois choisir. Et en plus, ma femme m'accompagne très souvent pour des trucs comme ça. C'est ça que j'adore. Tu vois et vous avez transmis ça aussi aux enfants? Ouais, j'ai un fils qui est parti marcher 2000 km seul pendant 59 jours entre le Puy-en-Velay et Saint-Jacques-de-Compostelle en prenant 3 mois sabbatiques. J'ai une fille qui est partie faire la même chose en Oman et qui voyage beaucoup. J'ai un fils qui a fait le tour du monde en moto. Donc tu vois, oui, donc on a un peu des enfants qui ont compris ce que c'était la vie et qui savent prendre un moment, une parenthèse dans leur vie pro. Et avant peut-être de s'engager dans des familles et autres, et faire un truc qui sont les seuls à avoir fait, quoi, qui sont leur jardin secret. Certains en ont fait des albums photos et des bouquins. Ça, c'est mon fils en moto. Charles, lui, il a pas fait d'album photo, mais il a vécu 3 mois extraordinaires qui l'ont transformé. Et aujourd'hui, quand tu le vois, il en parle encore comme si c'était la plus belle chose qu'il a faite dans sa vie, tu vois. Et ma fille, c'est pareil. Donc oui, je pense qu'on a transmis à nos enfants, mais tout ça avec des budgets très raisonnables, tu vois. Bien sûr. Mon fils qui a fait le tour du monde en moto, il a fait 1 an de préparation. Il était chez un grand cabinet anglo-saxon de conseil, en même temps qu'il a pris une année sabbatique. Pendant 1 an, le soir, il avait, dans sa grande chambre, il avait la carte du monde, avec une grande carte de 4 mètres de long, et avec des fils, et puis des fiches qu'il avait punaiser avec toutes les informations sur les visas, les dates qu'il faut, combien de temps j'y suis, où est-ce que je dois demander le visa, où je le récupère, quelles sont les règles de circulation, est-ce qu'il faut avoir tel et tel papier là. Et il a préparé son voyage à la minute près. Tout ça c'était digitalisé, il avait tout downloadé, les points GPS pour permettre de retrouver sur son smartphone et son GPS. Et puis voilà, quand on est parti ensemble pendant les premiers mois jusqu'à la Turquie, moi je suis resté, lui il a franchi la frontière, moi je suis rentré en avion sur Londres et j'ai mis ma moto dans un camion. Mais 1 mois à 2 avec ton fils à camper tous les soirs sur des lieux paradisiaques, à goûter la cuisine locale de tous les pays. On a fait 13-14 pays dans les Balkans. Passer quelques jours à Sarajevo qui est extraordinaire. C'est une ville magnifique. On a fait des choses formidables. Ça, je pense oui, les chiens font pas des chats, tu sais, Gaël. Je pense que le petit Romain, c'est sûr. Il va suivre les pas de ses parents. Hein. Nos enfants sont à notre image. Ben oui, évidemment. Oui, bien sûr. On peut influencer ce qu'ils deviennent, mais on est une partie responsable de ce qu'ils sont. Il ne faut pas croire que le gamin est complètement livré à sa propre développement. Je pense qu'il y a un ADN familial, il y a une observation des us et des coutumes. Pourquoi les enfants regardent tout ce qui se passe, c'est comme ça qu'ils apprennent. Hein. Ils apprennent pas forcément par l'apprentissage école mémorisation, ils apprennent par l'observation, le mirroring. Et la pratique. La pratique. Très très chouette. Et voilà, donc si les parents peuvent éviter de donner à leur propre gamin un iPhone 14 pour leurs 10 ans, et si jamais ils avaient un tout petit peu de bon sens, offre-leur un canif et un bout de bois et apprends-leur à tailler le bois, tu verras, ton gamin, il saura se servir son informatique de toute façon. Là, dans les écoles anglaises, maintenant, on supprime plus, parce que c'était une mauvaise approche. On demande aux enfants de déposer, en arrivant à l'école, éteint leur portable dans une boîte sécurisée. À la pause déjeuner, ils ont le droit de consulter.
Ils remettent, Il et ils récupèrent à 4 heures en partant. Depuis, il y a beaucoup moins de bullying dans les classes. C'est sûr. Parce que les gamins, ils arrêtaient pas de s'envoyer des trucs sous la table, personne ne contrôle rien. Il y a beaucoup moins de perte d'attention. Puis les petits papiers, quand même, dans les trousses, c'était comme ça que nous, on faisait. Et exactement. Les anti-sèches, c'est ça? On écrivait ça sur le dos. Puis les petits mots, rendez-vous à la récré. Ouais. Et à la récré, il y avait plus que des gamins qui regardaient leurs écrans. Ouais. Si tu veux. Et comme on sait le niveau de saloperie que malheureusement ils ont accès à l'âge de 10 ans, si on avait même le quart du bon sens, notre un parent, on dirait maintenant c'est pas possible quoi. Apprends à jouer au piano à ton gamin, à chanter, à dessiner, à tailler le bout de bois. Il sera bien plus heureux dans sa vie que s'il sait servir de TikTok à l'âge de 8 ans quoi. Quand tu vois qu'ils ont accès sans aucun contrôle à un contenu pour adultes, que même des adultes habitués sont choqués. Quand on voit l'exposition à la pornographie violente des gamins de 10 ans en France, je dis la France parce qu'il se trouve que j'ai des amis, donc c'est le problème pour leurs gamins. Mais qu'est-ce qu'on a foutu? Ah, on a loupé un truc. Qu'est-ce qu'on a foutu? Et l'impact du bullying sur les gamins qui ont justement pas de profil, et tous les fake news, tous les trucs que les gamins digèrent en croyant que c'est la parole divine. Enfin non, c'est dramatique. Et pourtant, je suis pas un obstacle au progrès. Non. Sur ma moto, j'ai le dernier équipement possible. Sur ma bagnole, je suis très en faveur de la technologie. Mais au bon moment. Mais au service de l'homme, pas en obstacle à l'homme. Et à la phase où on construit un adulte, l'adolescence, si on pouvait éviter là, parce que les GAFA, leurs enfants sont dans des écoles où il n'y a pas d'informatique. Hein. Ah oui. Hein, ils sont pas fous les mecs. Toute l'état-major de Facebook, Google ou d'Amazon, ils sont pas fous. Hein. Leurs enfants ont pas le droit d'avoir une tablette à la maison. Non mais ils ont des éducateurs particuliers. Ils font faire du théâtre. Ils sont bien conscients, bien sûr. Ouais. Mais les plus grands dealers dans le monde, leurs enfants ne consomment pas. Hein. Évidemment. Et eux-mêmes. Et eux-mêmes, sans doute, ouais. L'organisation de Christian d'une semaine type, aujourd'hui, à quoi fais-tu attention et comment remplis-tu ton agenda? Je suis assez matinal. Je pense que c'est l'âge aide à ça. En plus, nous, en Angleterre, il fait jour très tôt. On a 1 heure de moins, comme tu sais. On est plus à l'ouest, donc on prend le soleil plus tôt le matin. Il a fait très très beau là depuis le printemps, donc il y a beaucoup de lumière. Donc moi, je me lève assez tôt. Je prépare le petit déjeuner quand je suis à Londres ou à Paris. Je prends un petit déjeuner, pour moi c'est très important. Je ne saute pas le petit déjeuner. Même si j'ai un avion à 6 heures, je prends un petit déjeuner, je m'organise pour le prendre. Avec mon petit café, mon pain grillé ou mon porridge. Après, comme je travaille de chez moi, je fais 1 demi-heure d'assouplissement sur des ballons pour que je garde une certaine souplesse des jambes, des genoux et des hanches, parce que j'ai une souffrance de la hanche gauche qui va m'opérer prochainement. Parce que j'en ai marre de souffrir le martyre quand je me lève ou quand je sors d'une voiture. En moto, ça me gêne pas trop. À la marche, ça me gêne au début, mais bon, il va falloir que je me fasse une prothèse de la hanche. Ça, c'est pénible. Mon gabarit, le sport, la montagne, l'aviron, tout ça, ça peut avoir une contribution ou une prédisposition génétique, je ne sais pas. Mais donc je m'oblige à faire une demi-heure d'assouplissement. Alors, c'est pas de la muscu. J'ai eu un concours de pompe l'année dernière. J'ai fait jusqu'à 7000 pompes en tout. On a calculé avec un copain. Bon, lui, il a eu des problèmes aux épaules à la suite de ce truc-là. Donc, mais on arrête toutes ces conneries. Parce que moi, je fais quand même un bon 100 kilos. Alors, je faisais mes 100 pompes par jour quand même. Donc on a fait ça pendant 2 mois, on faisait un concours débile, on s'est fait plaisir, mais c'est pas mal. Par contre là, ça te restructure les épaules, je te le dis. Mais bon, donc je fais des trucs comme ça. Je suis pas fervent d'aller à la gym, j'ai fait ça, mais c'est une phase un peu sans. Par contre, je fais tous mes déplacements en vélo. Donc dès que j'ai des rendez-vous, j'ai une partie de mon temps pour le bénévolat. Donc j'ai 2 ou 3 séances par semaine pour mes associations et mes engagements caritatifs, avec les jeunes ou avec l'engagement civil que j'ai et religieux. Et puis le reste du temps, je fais beaucoup de calls téléphoniques. J'ai des factures de téléphone, tu n'imagines pas. J'appelle tout le monde, j'arrête pas. Les gens qui n'ont pas de mes nouvelles cette semaine, c'est que j'ai dû perdre leur numéro, tu vois, parce que je suis vraiment très en contact et en appelant souvent, tu te finis par avoir les gens. Donc je maintiens un très grand niveau. J'ai des séances d'accompagnement planifiées à la semaine que je connais parfaitement, donc c'est les mêmes jours à peu près que ces rendez-vous. Donc là, j'enchaîne une journée de 9h du matin heure française, donc 8h heure anglaise, jusqu'à 5h30, 6h, des calls Teams, Google Meet, Zoom, et ainsi de suite, parce que les gens sont en faveur content de le faire en distanciel, on gagne du temps. Et j'ai un rendez-vous par semaine en France, donc ou tous les 10 jours. Donc je fais un aller-retour au Eurostar ou j'ai en bagnole quand ça m'arrange parce que je dois ramener des trucs ou en moto. Enfin, j'essaie de rendre le voyage intelligent. Je voyage de moins en moins en Europe. J'ai arrêté ça.
j'avais beaucoup plus de voyages. Aujourd'hui, j'arrive à faire mon activité entre Paris et Londres, tu vois, et Lille. Voilà, donc peut-être que j'aurais dû faire ça bien avant. Avant, j'étais content. Ouais, avant j'étais content d'aller faire des missions en Belgique, en Italie, au Brésil, aux États-Unis. Bon, aujourd'hui, j'ai un peu réduit ça. Je pense que petit à petit, je lève un peu le pied pour me faire justement tous les programmes de podcast, de films d'aventure que je suis en train d'essayer de monter. Je passe du temps à la Royal Geographical Society, qui est le club des aventuriers à Londres, où tous les lundis soirs, il y a des conférences. Et là, on a fêté les 70 ans de l'Everest. Donc, il y avait le fils de Mallory et le fils de Townsend, qui est le Sherpa de Mallory, qui sont vivants, eux ne sont plus là, qui sont venus raconter ce que c'était que d'être les fils de ceux qui ont fait, il y a 70 ans, la conquête de l'Everest. Alors, on pense peut-être qu'il y a eu une conquête en 24, mais ils sont morts sur la descente et on ne sait pas s'ils ont été au sommet. Mais bon, moi, ça me passionne, l'Everest, l'Antarctique. Et donc, ça a été l'année dernière, le programme de l'Antarctique. Donc, tous les lundis soirs, il y a des sujets sur l'Antarctique. Et voilà, donc je suis des explorateurs. Tu vois, j'étais hier à une conférence d'une femme anglo-américaine qui est la première à avoir fait la fosse de Marianne, 10 000 mètres. Oui. L'Everest, c'est le K2. Et 100 kilomètres au-dessus du niveau de la Terre, avec Jeff Bezos et leur fameuse. Ok. Et ça, une seule personne. Elle est la seule à avoir fait ça. Bon, après. Okay. Parce que moi, je connaissais du coup la famille Picard. Où tu as le grand-père qui est allé dans la stratosphère. Oui, stratosphère, oui. Le père de Bertrand Piccard, donc le fils, lui, il a été à Fosse Marianne. Oui. Et Bertrand Piccard qui, lui, a fait les tours du monde en ballon et en avion électrique, oui, solaire. Oui, Solar Plus. C'est quand même magnifique. C'est des gens, c'est des gens que j'adore. En plus, ce qui est intéressant, Picard, quand il parle de l'économie, des challenges de la société, c'est passionnant. Moi, je me nourris de podcasts la nuit. Hein, je te dis, je lis pas. J'ai toujours un livre ou deux d'ouvert, mais par rapport à d'autres, je lis pas. Moi, je suis un analphabète. Je pense que je comprends la langue française et je la pratique, mais je dois me nourrir visuellement. Et la lecture, pour moi, comme j'ai pas des très bons yeux, c'est plus difficile que je le croyais. Par contre, d'écouter des podcasts, le son, pour moi, j'ai découvert ça. Je passe des heures, même quand je m'endors, parfois je garde le casque et je sais pas si mon cerveau connecte avec la connaissance. Je suis un peu pareil. Mais parfois, je regarde le programme des podcasts qui m'ont été diffusés pendant la nuit. Tu vois ça sur Spotify, les trucs que tu as écoutés. Sur Apple Podcasts, je dis mais c'est pas possible, j'ai écouté ces 4 ou 5 podcasts, mais je m'en souviens que de 2. Celui à l'endormissement et celui au réveil. Et je me nourris sur des podcasts d'aventuriers, de politique. J'aime beaucoup la politique, donc voilà. Peut-être qu'un de mes rêves un jour, ça serait d'en faire, mais je pense que c'est un peu trop tard. Mais j'aime beaucoup les engagés, ceux qui sont écorchés vifs et qui sont engagés sur des causes. J'aime bien, parce que je me sens un peu pareil dans ma vie. Incompris, on voit pas ce que je veux dire, on ne m'aime pas, tu vois. Je suis un peu le petit Calimero dans plein de trucs. Et j'aime bien les hommes politiques qui sont révoltés. Ceux qui sont complaisants me déplaisent, mais les révoltés. Alors, je veux pas forcément tous les révolter, mais je fais attention à être sélectif, mais j'aime bien être assez éclectique dans mes choix, et j'aime bien les gens engagés de très à gauche, de très à droite, et je me nourris de ces gens. Il y a toujours des choses intéressantes à entendre. Il n'y a pas le bon et le mauvais, c'est pas vrai. Ça, c'est trop simple. J'ai tout engagé, il y a des parties d'eux qui sont attachantes et d'autres qui sont révoltantes. Tout est beaucoup plus complexe et riche. Bien sûr. Mais je sais que maintenant, on peut plus parler de choses qui touchent à la politique, de choses qui touchent à l'orientation sexuelle, de choses qui touchent à l'éducation, de choses qui touchent à la culture. Il y a des sujets interdits partout maintenant. Il y a des barbelés électrifiés. On est le pays de la liberté en France, mais regardez les sujets interdits. Il y en a. Regardez de quoi vous parlez dans les dîners, quoi. De quoi parlez-vous? Alors, heureusement que je fais mes aventures, moi. Parce que ça, c'est sans risque, hein. Quand tu racontes ma dernière expédition en Finlande, en Laponie de traîneau là, en janvier à la frontale, alors là, je veux dire, tout le monde écoute. Alors après un quart d'heure, ils disent bon, c'est bon, on va parler d'autre chose, mais là, t'as pas de gens qui te détestent pour tes idées, parce que là, tu parles que de choses qui passionnent tout le monde, quoi. Mais ça devient difficile d'avoir des conversations sur des sujets un peu d'engagement. Hein. On est devenu une société complètement édulcorée. Hein. C'est de l'aspartame intellectuel. Hein. Ouais. Ça ressemble, mais ça n'a pas le goût, c'est plus du sucre. Moi, je suis un peu surpris. Les British sont un peu plus ouverts. On peut être en désaccord. On peut avoir des dîners où on est en désaccord, tu vois. C'est pas clivant. En France, on est clivé tout de suite. Le Brexit a été un sujet de clivage qui nous a beaucoup fait de mal, qui a beaucoup surpris les British. Mais bon, le Brexit, malheureusement, c'est une connerie irréversible. Tu verras, dans 10 ans, on n'en parlera plus. Hein. Il faut pas sous-estimer la capacité de réaction des Anglo-Saxons. Hein. C'est des commerçants. Hein.
Il y a plus de voitures produites aujourd'hui au Royaume-Uni qu'en France. Hein. Par contre, il y a plus de voitures anglaises. Mais il y a plein de voitures coréennes, chinoises, japonaises qui sont produites. BMW a des énormes usines, Mini est fabriqué là-bas. Enfin, je pense que le Royaume-Uni est pas complètement mort et enterré. Hein. Mais bon, oui, on a des soucis. On avait Boris Johnson. Comme tout le monde. Voilà, on a nos soucis. Mais c'est un peuple attachant, c'est un pays... la randonnée, moi je marche beaucoup là-bas, je fais tous les mois on a un groupe de marche, on découvre des coins, c'est magnifique. Ils savent préserver leur nature, ils savent... C'est vraiment... Alors, il y a un moins gros réseau autoroutier qu'en France, mais bon, l'avantage c'est que tu peux marcher pendant des kilomètres sans traverser de route, quoi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Là, on a fait un super tour. 3 dernières questions. Qui est-ce que tu aimerais entendre à notre micro ? Moi, j'aurais aimé entendre l'abbé Pierre, mais parce que c'est un type vraiment extraordinaire qui a beaucoup fait réfléchir l'engagement de ma femme, en l'occurrence, sur les sans domicile fixe, les food banks et tous ces trucs-là. Ce que j'aimerais, moi, je pense, c'est alors un gars que j'aime bien, c'est Yannick Noah. Je trouve que c'est toujours le gars qui est en tête de gondole des Français préférés des Français. Ouais. Je pense il a fait toutes les conneries du monde, mais c'est un type humain, entier, plein, et il pourrait aider la jeunesse française beaucoup plus qu'on lui demande. Il est extraordinaire, il a une voix extraordinaire, il chante, il est musicien, c'est un sportif accompli, il a une famille internationale. Enfin, c'est un type. Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour lui. Je le connais pas, il m'a jamais entendu. Mais Yannick Noah, c'est un type que j'aime bien, tu vois. C'est un bon compromis, un bon français avec toutes les conneries et les avantages de cette culture riche et inclusive. Yannick Noah, je pense que au niveau Thierry Breton, c'est un type que j'ai beaucoup suivi. C'était mon prof de maths en prépa, donc ça m'a un peu aussi. Il écrivait très très bien des bouquins de science-fiction, dont il s'appelle Vatican War, qui était extraordinaire. Un type brillant. Je pense qu'il pourrait apporter beaucoup plus à la France qu'il n'est aujourd'hui en tant que commissaire européen. Il a des dossiers très chauds, très compliqués, mais voilà, si on cherche un premier ministre, moi je pense que ça serait un gars que j'aurais vraiment. Bon, mais il est peut-être pas sur ce parcours-là, mais c'est un type très intéressant, très très cultivé, avec une analyse, une intelligence remarquable, mais accessible. Pour un mec comme moi, tu vois, moi, je suis un QI très limité, mais j'accède à l'intelligence de Thierry Breton. Et en plus, il est très accessible au niveau humain. Il tutoyait ses étudiants, on en avait 20 ans, hein, ou 19 ans. Voilà, qu'est-ce que j'aimerais avoir entendu Eh bien, il y a un jeune explorateur français qui s'appelle Mathieu Tordeur, Oui. qui est un copain de mon fils, enfin copain, quand il a fait son tour du monde, il lui préparait un truc en Antarctique. Donc je suis assez régulièrement les voyages, qui est attachant, Oui. qui est chouette. On est connecté sur toutes ses vidéos, tout. C'est un type bien. Il rend les expéditions humaine, bon, il faut pas qu'il tombe dans le star business, c'est le problème de tous ces gars qui sont sur les circuits. Les équilibres. Ouais, mais c'est pas un surhomme physiquement, c'est quand tu le vois, tu le reconnaîtrais, il est dans le téléphérique à Chamonix, tu sais pas que c'est Mathieu Turner, tu vois, il a pas l'arrogance physique et tout, mais moi j'aime beaucoup ce qu'il dit, j'aime bien la façon dont il fait ses trucs, il est sympa, tu vois, moi je le connais pas personnellement, mais j'aurais pas de mal à le rencontrer, tu vois. Voilà, bon, donc tu vois 3 personnes. En plus de notre pauvre abbé Pierre qui doit se retourner dans sa tombe en disant qu'est-ce qu'on a foutu encore. Écoute, en tout cas, Gaël, t'as rendu ces 2 heures très agréables. Tu poses bien les questions, Merci très beaucoup, bon en Christian. écoute active, bienveillante, t'as toujours ce sourire contaminant. Donc j'espère que tu pourras faire quelque chose de cet échange et qu'on essaiera de réécouter de l'autre côté du micro. Avec grand plaisir. Évidemment, l'échange, je l'ai trouvé intéressant. Je n'en avais pas aucun doute. J'ai appris des choses, donc je suis content parce que c'est toujours le but aussi, quand on connaît la personne avant, de pas tout connaître, avoir quelques angles morts et aller les explorer. C'est toujours très intéressant. C'est pour ça que j'ai sorti les micros il y a 6 ans, donc je suis vraiment pas déçu. Merci beaucoup. On met un paquet de liens pour aller t'écouter, pour aller te rencontrer, te suivre dans les notes de cet épisode. Et je crois que
On va faire un beau, une belle balance. Il y a des auditeurs qui vont t'écouter parce qu'ils t'ont découvert sur cet épisode un peu plus long format que ce que tu vas proposer. C'est ça qui est intéressant aussi. Bah, écoute, on va pas tout dire sur Aventure Business et sur Expédition Business, qui sont les deux produits sur lesquels tu m'aides à me lancer. Mais bon, écoute, le but c'est d'apporter quelque chose à chaque occasion et de le faire dans la bonne humeur, avec un peu de bienveillance et de bon sens. Et il faut être raisonnable. On va pas sauver le monde, hein, mais on peut éventuellement sauver une ou deux vies, quoi. Faire Merci, sa part. merci Gaël, et bravo pour tes initiatives et ton engagement. Merci. À bientôt. Merci beaucoup.